Charles, c'est le pilote le plus facile avec qui j'ai bossé. On a trouvé le parfait équilibre entre lui, la dose d'infos qu'il doit me donner, et la liberté qu'il me laisse. En karting, tu roules avec Hamilton, Rosberg. On savait qu'Hamilton allait être une méga star. Rosberg moins. On pensait que Rosberg c'était le mécène d'Hamilton. Attention, dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer au jeu Top Position. Vous avez à gagner une Clio RS d'une valeur de 15 000 €. Pour ça, il faut répondre à la question qui est actuellement en tête du Grand Prix. Pour jouer, rien de plus simple. Vous devez envoyer le 36 machin. Top. Bonne chance à tous. Et en général, après, on lance la pub. Non mais les souvenirs que tu viens de me sortir là. Génial. Salut Adrien, comment ça va? Salut Lucas, ça va et toi? Ça va très très bien, bienvenue à Autopassion Café. Ah, on n'est pas chez toi? Non, cool. Malheureusement parce que la déco, je t'avoue, ce qu'il est, hein. Je t'avoue que le jour où j'ai cette déco, je suis content, peut-être dans quelques dizaines d'années, je sais pas si ma copine serait contente, mais... Ouais, moi je pensais que t'allais m'amener une 4 fromages, donc... On peut si tu veux. On peut, bon on fera après. Tu veux Après. Après, tu me dis. Hein. Okay. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast parce que tu as plusieurs casquettes et un profil que je trouve vraiment intéressant en sport auto. Comment tu te présentes, toi? En général, je vais dire que je travaille dans le sport automobile. Voilà. Ouais. C'est plus simple parce que c'est le seul point commun entre mes métiers. Enfin, les deux métiers, j'en ai que deux finalement. Qui est de commenter des courses de voitures et de dessiner des casques et des voitures de course. Donc, commentateur. Ouais. Journaliste ou commentateur? Moi, je me qualifie plus commentateur parce que je fais plus de travail de commentateur que de travail de journalisme. Oui, ça peut être englobé dans du journalisme, mais je fais pas beaucoup de sujets. Je vais plus faire du commentaire et éventuellement être consultant en plateau. Est-ce que officiellement t'es journaliste, toi? T'as une carte de presse et tout? Non, j'ai pas de carte de presse. Okay. J'ai pas le droit à la carte de presse parce que j'en parle très librement. Je gagne beaucoup plus ma vie à faire des designs de casques et de voitures de course qu'en tant que commentateur journaliste. Donc j'ai pas le droit à la carte de presse. Ok. Commentateur, designer de casques. Et pilote? Ouais, alors, les gens me qualifient souvent comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que justement, je travaille avec des vrais pilotes professionnels dont c'est le métier. Moi, je peux pas considérer qu'être pilote, c'est mon métier. Déjà, je suis bronzé FIA, donc officiellement, je suis gentleman driver. Ouais. Le terme me va très bien. Je fais ça pour le plaisir. Alors, évidemment, quand je suis sur un circuit, je suis un espèce d'abruti complètement conditionné pour vouloir gagner des courses. Mais non, je le considère pas comme un métier. Mais c'est pour ça que je parlais de casquette, parce que tu as ça quand même, cette expérience de pilote, tu roules. Ouais, tu as roulé avant, ça a aussi conditionné ce que tu fais aujourd'hui, on va en parler. Complètement. Tu designes des casques, d'ailleurs on a 2 casques ici, magnifiques, franchement merci beaucoup de les avoir amenés. Charles Leclerc, 2024 si je ne me trompe pas, Romain Grosjean, 2014. 2014, Canada 2014. C'est ça. On va en parler des casques. Pour commencer, on va faire les choses dans l'ordre. Comment toi ça commence le sport automobile? Le sport automobile commence, déjà j'ai des parents qui sont dans la voiture. Mes 2 parents étaient vendeurs de voitures, ils sont à la retraite aujourd'hui, mais donc j'ai baigné là-dedans. Et mon père a été pilote de rallye quand il était jeune. Et en fait un jour avec des potes à lui, ils vont faire du karting sur la piste de Villeperdue à côté de Tours, parce que moi je suis de Tours. Et ils m'ont emmené, il m'a mis dans un kart et ça a démarré comme ça. Je suis descendu, il m'a dit ça t'a plu? Carrément. Bon, à l'époque ils avaient tous essayé de me faire du tennis, du foot, il n'y a rien qui me plaisait. Les sport co c'était pas trop mon délire. Et puis du coup il m'a dit mais tu sais qu'il y a une école, on avait une école, l'école de karting du Ripo à Tours, c'était un truc assez rare, un truc associatif avec des vieux karts, et il m'a dit mais tu sais que tu peux faire ça. Et j'avais 11 ans, on m'a mis dans cette école, j'y ai d'ailleurs rencontré mes amis d'enfance et c'est comme ça que tout a démarré. Donc karting compétition karting, ou... Ouais, on a fait un an de... Donc c'est une école, on y allait tous les samedis. On faisait, je sais pas combien de temps on y passait, 3-4 heures, on faisait 2 heures de mécanique. On apprenait la mécanique, on apprenait à démonter un moteur, comment ça fonctionnait, où est-ce que rentrait l'air, par où arrivait l'essence. Et on nous apprenait à faire les réglages, donc à élargir les voies, rentrer les voies, en fonction de comment réagissait le karting. Et puis après, on pilotait pendant 2 heures. Voilà. Et tu te lances en compète Ouais, derrière, l'école a été une vraie révélation. J'ai vraiment compris que j'avais un énorme talent parce que j'ai fait avant-dernier. Donc là, j'ai instantanément compris que j'étais un grand pilote de course. Non, j'aimais bien piloter, mais la partie mécanique, c'était moins mon délire. Donc, j'étais pas hyper assidu sur la mécanique. Mais bon, malgré tout, j'adorais ça. Mon père... aussi, voire peut-être à ce moment-là plus passionné que moi, achète un kart. Et en fait, c'est le vrai déclic, il n'est pas dans cette école de karting, il est après. Parce qu'on achète un kart à un gars qui s'appelle Johan Auberjon, qui à l'époque est la star régionale chez nous. Et on va sur un circuit, et là je vois ce gars, Johan, qui a un Arai blanc.
Okay. Et je vois ce casque et je me rappelle très bien, il y avait aussi les frères de Brouwer qui sont devenus des super potes, Jonathan et Christopher, qui aussi ont des harails blancs. Et je sais pas pourquoi, on est un dimanche, on va sur cette piste de kart parce que c'était la dernière course que le gars qui en achetait le kart faisait avant qu'on récupère le matériel. Et là, je vois les mecs avec les casques blancs et il y a un truc qui se passe, quoi. Je m'en souviens, je me souviens mais hyper bien de ce jour-là et de voir les casques blancs, de me dire j'ai envie de dessiner dessus. Je suis rentré, j'étais en internat à l'époque, je rentre à l'internat, je dessine un casque et je dessine une déco dessus, quoi. T'avais le casque, tu dessines dessus? Ouais, je dessine un casque de mémoire, je me rappelle comment à quoi ressemblait le casque. J'ai 12 ans à l'époque, hein, je suis en 6e ou en 5e. Je dessine un casque blanc sur une feuille et je me mets à dessiner une déco dessus. Mais ça prend la passion sur le. Enfin, genre, tu préfères dessiner que. Ah non, j'avais envie de rouler. Non, j'ai envie de rouler. Ouais. Mais c'est-à-dire que là, au-delà du fait que le fait d'aller acheter un kart développe réellement ma passion du pilotage, là naît la passion du design. Okay. Et c'est de là que vient l'amour des casques. Et c'est important de dire que l'amour des casques est vraiment venu avec la passion pour le sport automobile et le pilotage à l'époque. C'est marrant que tu parles d'amour des casques. Ah ouais, mais complètement. Alors moi, je fais une parenthèse qui fait toujours beaucoup rire, c'est que moi je suis passionné de casque depuis toujours, mais j'ai longtemps cru que c'était une passion j'aurais pu passer dans Confession intime avec le mec qui collectionne des fourmis. Genre dîner de con. Ouais, ou ça, totalement. J'aurais pu être vraiment le con du dîner de con, tout comme me retrouver dans des super podcasts à parler de casque. C'est complètement lunaire, quoi. Bah, c'est rare quand même comme profil, non? Bah, on est que 3 au monde à faire ça en F1. Ouais. Et en sport automobile, après il y a des peintres, d'ailleurs c'est aussi eux les artistes, qui dessinent les casques eux-mêmes, mais nous vraiment designers à vivre que du design, en F1 on n'est que 3. Que 3? Ouais, un anglais, un belge et un français. Vous partagez la grille? Hein? Ils sont dans un bateau. Ils sont dans un bateau, ouais. Il se passe quoi après? Je te dis. On en parle après. Oui. C'est jamais bon ce genre de blague. Non, ça part toujours. Non, parce que moi je les connais très bien, on est potes et je veux pas avoir de problème. Ok, mais là du coup, vous partagez la grille. Mais c'est le belge de qui tombe à l'eau. Hein? C'est le belge qui tombe à l'eau. Il se passe quoi avec le belge? C'est l'anglais. Non mais je vais te dire pourquoi c'est le belge qui tombe à l'eau, parce qu'il parle français et s'il regarde cette vidéo, il s'appelle Kenny, je l'embrasse et j'espère qu'il sait nager. Il se passe quoi avec le français à la fin? Ah bah, le français reste dans la barque. Toujours? Toujours, mais le français il était là avant les autres, donc. Non, t'étais le premier? Attends, ça existe. Attends, parce que là on part sur les casques. Mais ça existait avant, ou je veux dire avant que toi tu suis pas le premier de ma vie à avoir à avoir dessiné des casques. Non, mais je veux dire de l'avoir fait professionnel dans le sport automobile, à faire que ça. Ouais. J'ai pas souvenir de mecs qui faisaient que ça. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé dans le business, c'était les peintres qui dessinaient les casques, certains sur du papier, d'autres le bricolaient sur Photoshop, mais je suis le premier à être arrivé, à avoir commencé à faire les 5 vues et à fournir des fichiers et à faire que ça. Jusque là, quand moi je suis arrivé, je ne côtoyais dans la voiture, sur 4 roues j'entends, que des gens qui faisaient ça avant les peintures et sur une vue ou qui bricolaient un peu. Tu l'as professionnalisé, quoi? Bah, j'ai créé un step avant la peinture. Ils faisaient comment avant, les pilotes? Bah, c'était le peintre qui leur griffonnait un truc, quoi. Okay. Donc ils avaient quelqu'un. Disait, bon, alors, vous alliez chez moi, alors moi non, parce que quand je roulais, moi j'arrivais avec mon dessin justement. C'est d'ailleurs mon peintre Florian Bolto à Tours qui m'avait dit mais tu devrais en faire un business. Mais non, les mecs ils arrivaient ou avec un dessin fait au coloriage ou le peintre. Il y a des peintres qui se démerdaient déjà hyper bien sur les ordinateurs, qui leur faisaient une vue de profil. Mais à l'époque, des 5 vues en vectoriel pour envoyer direct dans la machine à couper dans le plotter pour couper les pochoirs. Non, le truc. L'anglais Miles Murphy, lui, il m'a dit c'est en te voyant quand t'as commencé. J'en avais jamais parlé avec Kenny, mais moi j'ai pas de souvenir de Kenny en 2008-2009 quand je débarre. Et Kenny est quand même plus jeune que moi, et peut-être qu'il me contredira, mais Miles, il m'a dit que c'est en regardant mon travail que ça lui a donné envie de le faire. C'est hyper intéressant, je trouve, comme truc, parce que ça existait dans la moto. Dans la moto, il y avait des gars, alors peut-être pas avec les mêmes moyens, mais dans la moto ça existait, mais dans la voiture et surtout dans la F1 ça n'existait pas. Et on a même créé un besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les teams de F1 vont demander un fichier comme nous on fait, donc vraiment un fichier de production du casque à chaque pilote. Et il y a des pilotes qui s'en foutent un peu, qui n'ont pas forcément envie de bosser avec un designer et qui se retrouvent à avoir des problèmes parce qu'ils ont besoin d'avoir un casque, un fichier comme ça, pendant pour faire les mini-casques, les produits dérivés, tout ça. Ouais, donc tu as standardisé un peu le truc, quoi.
Vous avez j'ai contribué, j'ai la prétention de penser en tout cas que j'y ai contribué. Okay. Vraiment, non mais on m'a dit que j'avais créé le métier, je sais pas si je l'ai créé parce que j'ai toujours dit que non, avec les peintres il existait déjà. Oui, parce qu'il y a des designs depuis toujours en soi. Ouais, non mais en soi, non mais quand j'ai pas inventé le design de casque, loin de là. Bien évidemment. Ouais. Justement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais mais par contre, quand je suis arrivé, c'était les peintres qui le faisaient de manière, on va dire, plus artisanale, parce que eux, leur cœur de métier, c'était de peindre des casques. Mais c'est vrai que peut-être que moi aussi, et d'ailleurs, j'ai eu des petits accrochages avec des peintres, c'est qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais si toi t'arrives et que tu fais ça, nous on se retrouve entre guillemets que à faire la peinture et on perd le côté créativité. Donc c'est là où moi aussi mon rôle, c'est de dire attention. Les artistes, il n'y a pas que nous les designers qui sommes des artistes, les peintres de casques sont aussi de vrais artistes. Okay. Et eux en plus ils ont de l'or dans les mains, ce qui n'est pas forcément mon cas. Pour revenir un peu sur l'aspect sport auto, un peu pilote, donc ta passion on va dire pour les casques, elle démarre quand tu commences aussi en même temps que j'ai la passion du sport auto. Honnêtement, au début, je le faisais, j'aimais bien. J'adorais monter dans le kart, piloter. Dès qu'on m'a mis dans un kart à la fameuse école de pilotage, j'adorais ça. Derrière la mécanique, tout ça. Moi, je suis très honnête et en tant que commentateur, souvent, je me fais flinguer, mais je suis pas passionné de mécanique. C'est terrible, hein. Mais moi, je croise des gens, on me dit ah ouais, tu commentes, dis-moi aux 24 heures du Mans, mais là, la nouvelle BM hybride, elle développe combien de chevaux Ou même pire, moi, quand je roule, on me dit mais là, sur l'Audi R8 sur laquelle tu roules, elle fait combien de chevaux Mais je sais jamais répondre. Ça rend les gens, ça les rend ouf, ça les rend dingues. Alors évidemment, on finit par s'y intéresser. Ça fait 455 chevaux, voilà. Bon, après, on sait un peu parler mécanique, ouais, machin, on met du clic. Mais globalement, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Mais par la force des choses, t'es obligé quand non, tu mais roules. J'étais obligé, évidemment. Non, mais déjà, en tant que commentateur, t'es obligé de savoir qu'on parle de voitures hybrides. Ouais, bien sûr. Quand est-ce que la voiture elle est hybride, quand est-ce qu'elle est thermique, comment ça marche, où est-ce que sont situées la régénération d'énergie, tout ça, t'es obligé de t'y intéresser. Mais c'est pas un truc qui me fait vibrer. Quand j'arrive aux 24 heures du Mans, je cours pas dans les stands pour essayer d'aller voir comment la suspension. Ouais, regarde la suspension. Ah putain, t'as vu Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Par contre, tu es obligé de t'intéresser, de dire voilà, tiens, quand vous enlevez le capot, que vous accédez là, vous accédez sur quoi Tu es obligé en tant que commentateur de t'intéresser, de dire ah voilà, regardez, là, quand ils enlèvent le capot et qu'ils accèdent là, ils accèdent aux suspensions. Là, quand ils vont mettre les mains là-bas, c'est que doit y avoir un problème sur les freins, sûrement par rapport à la régénération, tout ça. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Moi, quand j'arrive aux 24 heures du Mans, j'ai envie d'aller voir les pilotes et dire mais là, alors, ça passe comment là-bas, la piste c'est sale, c'est propre. Et là, tu roules comment et voilà, c'est vraiment le pilotage, l'aspect sportif pur. Quand j'arrive au Mans, souvent j'ai envie d'aller voir un tel qui a roulé en ELMS, dire ça va, ça dit quoi. Tiens, Jaminet, t'as roulé en IMSA la semaine dernière, ça avait l'air pas fou. Putain, ça avait l'air trop bien. Voilà, j'adore le sportif, tout ce qui est le pilotage, la course. Quand il y a une course, il y a deux mecs qui sont touchés. J'ai envie d'aller voir leur ressentiment. Pas le journaliste fouille merde. Dire, mais toi, t'en penses quoi l'aspect humain. T'as pas l'impression que ça freine tard j'ai l'impression que tu la perds au frein et tout. Vraiment, de savoir ce que le pilote a ressenti dans la voiture. Ouais. Ça, j'adore. Donc, moins fan de la mécanique, mais du coup, tu pousses quand même. Tu roules le moment quand t'es jeune. Ah non, mais puis je roule encore. Non, mais je veux dire, je suis obligé de m'intéresser quand je vais dans une NASCAR, évidemment, de parler que j'ai un V8, et qu'il y a eu un V17 que j'ai un V17 dans la caisse. Évidemment, je suis entre guillemets obligé de le dire, mais de m'y intéresser. Mais c'est pas le premier truc qui me vient en tête. Ce que je veux dire, c'est que tu roules quand même à haut niveau, même quand t'es. En fait, j'ai fait du karting. Ouais. Après, j'ai fait. En fait, le truc, c'est qu'en plus, moi, je suis un pilote de caisse à porte, comme on dit. Donc, j'ai commencé en super production dans des Clio 2 litres. Après, j'ai fait du super tourisme. J'ai fait de la Porsche Cup. Mais en fait, moi, je voulais faire du GT. Moi, j'avais deux rêves. C'était les 24 heures du Mans et rouler en NASCAR. C'était mes deux rêves. Étant jeune. Mais déjà étant jeune. Ouais. Tout le temps le cas aujourd'hui. Mais pas de F1. Non, la F1 me faisait pas rêver. La monoplace, tu kiffais pas ? Non. En fait, je me suis retrouvé à rouler en Formule Renault parce que mon père avait commencé à investir dans une écurie de Formule Renault qui marchait bien à l'époque, qui s'appelait G Formula, qui a révélé Romain Grosjean, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne. Donc par la force des choses, je me suis retrouvé à aller en Formule Renault. Mais en vérité, c'était pas ce qui me faisait rêver. Et mon année de Formule Renault, j'en garde pas un très bon souvenir. T'étais rapide ou c'est difficile ? Non, pas vraiment, non. Non. C'est l'année où j'ai compris que je serais pas un grand pilote de course. Okay. Mais en soi, j'aspirais pas à être un grand pilote de monoplace de toute façon. Donc je l'ai pas mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est d'arrêter de rouler derrière parce que par rapport à mon entourage, la vision, les opinions divergeaient trop. Mais de pas être vite en Formule Renault, je le vivais pas mal. Je savais par contre que j'apprenais beaucoup.
Pour moi, j'ai toujours considéré qu'en tant que pilote, j'ai eu un avant et un après la Formule Renault. Avant, je roulais bien. Après la Formule Renault, je savais que j'avais acquis des vraies capacités de pilote. Même si j'étais pas un très bon pilote, je savais faire un très bon dégressif. Ouais. Et voilà, je savais emmener de la vitesse dans un virage. Je savais comment fonctionnait le poids, l'aéro, le poids d'une voiture si je revenais dans une caisse à porte et tout. J'avais appris beaucoup. Et d'ailleurs, toutes les voitures dans lesquelles je suis remonté après la Formule Renault, ça marchait quand même pas trop mal. Ouais, donc bonne école quand même. Ouais, très bonne école. Mais mauvaise, t'as pas kiffé? Non, j'ai pas kiffé. Déjà, je me suis mis un gros pet à Nogaro en début d'année. Puis même, c'était dur parce que j'étais face à moi. Je suis d'une génération. J'ai roulé en Formule Renault avec Romain Grosjean, avec Bertrand Baguette, avec Nelson Panciatici, avec Franck Mailleux. C'est des mecs qui allaient très vite. Hein. C'est que des mecs qui ont fait Le Mans dans des protos à minima. Romain Grosjean, il a dû faire un peu de F1 de mémoire à l'époque. Donc, je crois qu'il a fait quelques. Il a dû en faire un peu. Donc voilà. Non, mais c'était que des mecs. Je fais partie d'une génération. J'ai fait une course de Rock Up. Je crois qu'il y avait Buemi. Enfin, attention. Hein, c'est vrai que c'est une grosse génération, mais tu roulais même en karting. T'as roulé avec Hamilton. J'ai roulé avec Hamilton, Rosberg, Hülkenberg, Romain Grosjean. C'est là qu'on devient pote. Donc, Vettel. Alors Vettel, on était dans la même structure, mais lui roulait en junior et moi j'étais en ICR. Attends, juste là-dessus. En karting, tu roules avec Hamilton, Rosberg. Tu m'as dit le troisième. Hülkenberg, c'est quand même une génération. Dingo, mais c'est ma génération. Moi, je roulais en Formule Renault quand Lewis roulait en F3. Ouais. Donc c'était Rosberg d'ailleurs. Je digresse, mais t'aurais pu voir venir d'ailleurs à l'époque que ça allait devenir ce que c'est devenu. Lewis Hamilton. C'est rigolo. À l'époque, on savait qu'Hamilton allait être une méga star. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. À quoi tu le vois? Mais parce que il y avait toujours, on était là, tout le monde disait ouais, t'as vu, c'est la fameuse année où il roule au Val d'Argenton avec le bras cassé. Et déjà à l'époque, il y avait ces rumeurs de ouf de ouais, il avait pas le droit de rouler, mais c'est Ron Dennis qui a envoyé un fax, oui, parce qu'il y avait des fax à l'époque, qui a envoyé un fax au directeur de course, il l'autorisait à la dernière minute. Aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis mais ça devait être archi faux. Quand tu connais le système, ça doit être archi faux. Mais pour te dire, quand nous, dans le paddock, on se faisait des histoires de ouf autour de Lewis Hamilton, donc on savait déjà à l'époque que ça allait être une resta. Rosberg, moins. On pensait que Rosberg, c'était le mécène d'Hamilton. Arrête. C'est drôle, hein. Très drôle. Que genre, il payait, il l'aidait. Ah ouais, complètement. On disait mbm.com, qui était leur écurie à l'époque. Ils étaient potes. Ouais, ils étaient très potes, mais je pense qu'ils le sont toujours un peu. Hein. Bon, ils jouent bien, hein, si c'est le cas. Parce que... Non, mais si tu veux, je pense que demain, quand ils se croisent, ils se parlent et que je pense qu'Hamilton va quand même prendre des nouvelles de la gamine de Rosberg. Ouais. Je pense pas que la situation soit aussi mauvaise qu'on peut le prétendre. Okay. Et je pense qu'ils n'ont pas été aussi potes dans les grandes époques qu'on a pu le penser. Ce qui fait que le gap, il est peut-être un peu moins haut. Parce que moi, à l'époque du karting, je sais qu'ils étaient déjà en énorme rivalité. Et je pense qu'ils ont toujours été en énorme rivalité. Ouais. Mais c'est normal, on est pilote. Bien sûr. Moi, Romain Grosjean, j'ai un amour fou pour ce mec, mais quand on est tous les deux en karting ou quoi, on a envie de se matraquer la gueule. Hein. Ouais. Et pour ses 30 ans, on a été faire du kart, et quand il a commencé à me rentrer, j'avais qu'une envie, c'était de pas freiner de ligne droite et de le mettre dehors. Hein. Évidemment, quand c'est sur la piste. Ça... Et il a de la chance que j'ai pas réussi. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que je vois cette scène de Austin 2015 où il se balance la casquette, tu vois, Lewis et Rosberg. Fou, hein. Truc un cool room. Mais moi, ça m'avait fait de la mal au cœur. Ouais. Parce que je pense que malgré tout, ils sont potes. Moi, je suis copain avec beaucoup de pilotes. Ouais. Et bon, je suis peut-être pas un bon exemple, mais quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Je pense pas qu'ils aient de la haine l'un pour l'autre. Mais non, mais c'est ce que je pense que c'est. À ce moment-là, oui, évidemment. Ouais. Mais on a tous connu des pilotes avec qui on est potes, et à la fin d'une course, ça s'est mal passé. Moi, il y a des pilotes que j'adore. Honnêtement, à la fin d'une course, j'aurais pu leur en coller une. Hein. Mais je pense que c'est ce que jouer un championnat du monde et la pression qui va avec amène, quoi. C'est juste impossible quand t'as deux mecs. On peut pas imaginer. Bah oui, c'est ça. Représente déjà la Formule 1. Ouais. Là, on va divaguer, mais on peut pas. La Formule 1, c'est très complexe psychologiquement. Ouais, j'imagine. Mais ça, on en reparlera. Mais moi, dans la même équipe. Mais dans la même équipe, mais même la Formule 1, les déplacements, vous êtes sollicité. Moi, la première fois de ma vie que j'étais sur un Grand Prix de Formule 1 avec Romain, donc moi je parle en tant que pote de pilote, je parle pas en tant que journaliste ou designer. J'ai halluciné. Le planning d'un pilote de Formule 1 dans la journée, vous pouvez pas vous rendre compte. Sauf si vous l'avez vécu, je veux dire, mais vous pouvez pas vous rendre compte. Celui qui se dit, tiens, le pilote de F1, l'époque de Jacques Lafitte qui allait jouer au golf entre les essais et les qualifs, c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Non, mais évidemment, et en fait, et je pense aujourd'hui, t'imagines avec 24 Grands Prix, encore plus de com, encore plus d'activation, encore plus de fan forum, encore plus de tout, de conférences de presse, les mecs ils sont dans des bulles, et c'est des bombes de pression, donc faut être un robot. Ouais.
faut être un robot, faut être Oscar Piastri, être hermétique à tout ça. Même Max Verstappen, il est pas hermétique au final. Il peut être un peu. Enfin, tu vois, il en a marre. Non, mais Max Verstappen, il a sa manière de gérer les choses. Quand il a besoin d'évacuer, il évacue. Il a besoin de décharger, il les décharge. Il a son simulateur. Et putain, ils m'ont tous saoulé. C'est bon. Je fous mon casque, faire un peu d'iRacing. Allez, ils m'ont saoulé. Tac. Non, mais c'est sa manière de le faire. Et il a assez de titres de champion du monde pour prouver qu'il sait le gérer. Non, mais pour revenir à Lewis Rosberg, c'est vrai que ça contraste tellement avec leur premier podium, tu vois, en 2008 en Australie, là, qu'ils font ensemble, où ils se tapent dans la main, ils se font un gros câlin. On l'a fait, tu vois. Mais demain, tu fais une Race of Champion et tu les fais tous les deux rouler, ils font 1 et 2, ils vont se tomber dans les bras sur le podium, je te rassure, ils vont pas se jeter les casquettes. Et ça sera pas forcément que pour les caméras. Ils vont pas se jeter les casquettes. Donc, t'imagines la Race of Champions, la même scène. Ils le feront pour rigoler. Mais voilà, je pense pas que pour conclure, je pense pas qu'il y ait tant de haine que ça entre eux, mais je pense pas qu'ils étaient aussi hyper amis. Je pense que quand ils étaient à Monaco, ils vivent tous les deux pas très loin l'un de l'autre. Je pense qu'ils se voyaient pas tant que ça. Voire ils se voyaient pas. Bon, on a bien digressé, mais c'est un vrai sujet, tu vois. Non, mais moi j'ai roulé avec eux, mais par exemple, anecdote véridique. Je jouais au foot, on jouait au foot dans le paddock. Moi, je jouais dans l'équipe de Lewis et on jouait contre l'équipe de Rosberg. Ah ouais. C'était l'un contre l'autre. C'était pas eux qui faisaient leur équipe de foot pour jouer contre nous. L'histoire est folle quand même. Ah, mais c'est l'histoire. Et donc, pour revenir à ce que tu disais à l'époque, il y avait 2 mecs qui étaient starifiés de dingo. Et qui, je pense, étaient des vrais stars. C'est Lewis Hamilton et Robert Kubica. Ah ouais. Kubica, nous dans le paddock, c'était lui la star. C'était lui la restar. Vraiment. Kubica, c'était la restar. On avait des rumeurs de dingue, que tous les teams de F1 le voulaient. On entendait qu'il avait ce qui est vrai, un feedback technique exceptionnel, que tous les teams de kart le voulaient parce qu'il montait dans un kart, il savait comment régler le kart. Moi, à l'époque, il faisait ses premiers tours en monoplace. Tout le monde me disait, il paraît que Prost Grand Prix veut déjà le mettre dans une F1 pour avoir son feedback. Oui, on est il y a longtemps. Et que, voilà, c'est... il y avait la rumeur de ouf, nous à l'époque, c'était Robert Kubica. C'était le gars où il y avait le plus de flow autour de lui. C'est quand même une sacrée génération parce que lui aussi, il avait un truc. D'ailleurs, c'est terrible quand même ce qui lui arrive. Franchement, c'est terrible ce qui lui arrive. Moi, c'est un mec que moi j'aimais beaucoup. Moi, peut-être on a 10 ans d'écart, tu vois, un truc comme ça. J'ai 32 ans là. J'ai 40. Voilà, on a 8 ans d'écart. Tu vois. Donc moi, j'étais jeune, on va dire, ado dans les années 2000, fin des années 2000. J'adorais ce mec. Et tu vois, quand il gagne au Canada, je me dis putain, il est parti sur une trajectoire. Après son crash de ouf. Mais je pense que c'est terrible. Mais d'un autre côté, faut pas oublier qu'il a un crash parce qu'il aime trop le sport auto. Il a un crash parce qu'il veut faire du rallye alors que. C'est con. Quand tu dis putain, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais il aime ça. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait quand il remet à rouler? Il fait du rallye. Le gars aime ça. Moi, j'ai toujours respecté ça. Moi, j'ai toujours respecté ça. J'ai rien contre Rosberg. J'ai rien contre lui, honnêtement. Même quand je l'ai croisé, il a toujours été adorable. Mais un mec qui arrête de rouler du jour au lendemain, est-ce qu'il a la même passion qu'un Kubica? Je sais pas. Ah oui, un Kubica qui se bat. Moi, je vais vous dire, alors je suis absolument pas objectif dans cette anecdote, mais après Bahreïn, combien de pilotes, pour Romain Grosjean, combien de pilotes auraient raccroché le casque? Moi, je peux vous le dire, il a eu des propositions financières énormes d'assurance. Il a préféré monter dans une IndyCar. C'est clair. Ça force le respect, mais même pas par rapport au courage ou quoi que ce soit. Il en a, évidemment, mais la passion du mec, quoi. Moi, c'est ce que je lui ai dit, quand il est remonté dans la bagnole. J'ai dit, honnêtement, ta passion pour le sport automobile qui te pousse à remonter dans une bagnole après ce que tu as vécu, voilà, je veux dire, t'es passionné. Robert Kubica, c'est pareil. Et moi, je respecte ça. Voilà, tu vois, je suis pas un grand passionné de mécanique, mais par contre, je suis passionné de sport automobile. Et ça, là, tu touches vraiment ce qui, moi, m'anime le plus, quoi. Et pourquoi t'arrêtes du coup, étant jeune? Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes? Mon père a investi dans une équipe de Formule Renault, il mettait beaucoup de moyens là-dedans. Moi, mes sponsors, c'était des clients de mon père qui, après, l'ont accompagné là-dedans aussi. Et puis, moi, étant pas calé Formule Renault, on a pris des chemins différents, on s'est arrêté là. T'étais OK ou par la force des choses. Mais t'avais pas envie, parce que tu me disais... Non, j'avais pas envie d'arrêter de rouler, mais ce que j'avais envie de faire collait pas avec ses ambitions à lui, quoi. Ok. Et ils étaient, eux... il y avait beaucoup de déceptions, j'imagine. Ou vous l'avez vécu correctement? Parce que tu parles à des pilotes quand même qui l'ont... j'en ai eu quelques-uns qui ont dû arrêter. C'était un traumatisme. Souvent. Je pense pas que c'était un traumatisme. Assez bizarrement.
c'est assez bizarre parce que le pilote, je mets des guillemets, que je suis aujourd'hui, je pense, n'est pas du tout le pilote de l'époque. Aujourd'hui, je roule beaucoup moins qu'à l'époque, mais je peux te dire que je compte chaque seconde avant de retourner sur un circuit. C'est dingue, quoi. Et là, quand un week-end de course se passe mal, je m'en rends malade. Alors qu'à l'époque, j'adorais rouler, mais je le faisais aussi beaucoup par... j'avais un peu plus la pression de l'entourage, c'est pas moi qui gérais mes budgets, donc c'était pas la même approche. Est-ce que... oui, je l'ai mal vécu de pas rouler, évidemment, mais ça s'est fait un peu progressivement, parce que ça c'est pas d'un coup, avec mon père, il m'a pas pris en face en me disant tu vas arrêter de rouler, point. On a regardé, je regardais quand même pour retourner faire de la Clio, c'est un truc qui s'est fait un peu progressivement, et on va dire par la force des choses. Donc j'ai été plus ou moins fataliste face à la situation. Ça m'a quand même poussé à reprendre mes études dans les médias, d'où après le commentaire. Mais pour le coup, ça s'est fait un peu progressivement et par la force des choses. Donc ça n'avait pas été une cassure nette. C'est pas un arrêt qui s'est fait du jour au lendemain. Et donc j'ai pas eu la violence d'un arrêt qui s'est fait du jour au lendemain. Et peut-être qu'au fond de moi, j'ai toujours su que en réussissant ma carrière professionnelle d'une autre manière, je pourrais remonter dans une voiture de course. Et tous les ans, j'ai toujours eu l'opportunité de monter dans une voiture de course pour essayer, parce qu'on m'a invité à un truc. T'as toujours roulé une fois par an, même? Ouais, alors peut-être pas en course, mais j'avais un client qui m'a fait essayer une Formule Renault pour que j'aide à faire les réglages. J'avais été invité à monter dans un proto Funio une fois à l'OEAC. On m'a fait essayer la nouvelle Formule France. Ce qui fait que tous les ans, j'ai mon ami Pascal Destambert qui souvent m'invitait à venir essayer. D'abord c'est Clio Cup, après c'est Seat Leon Copa. Tous les ans, je suis monté dans une voiture de course. Ce qui fait que j'ai eu le sentiment indirectement que je gardais un lien avec ça. T'as eu ta petite dose. Et puis assez bizarrement, je suis devenu beaucoup plus compétitif avec les années que je l'étais jeune. Donc quand j'étais jeune, j'avais envie de rouler, attention, j'ai gagné des courses, j'ai eu des titres parce que j'aimais ça, mais je pense que j'avais pas la même approche et j'avais pas la même fin par rapport à aujourd'hui. C'est quoi qui a changé? Là, je pense que ce qui a changé, c'est que mine de rien, une fois que j'ai réellement repris la compétition, je me suis aperçu que ça m'avait manqué. Mais je m'en suis aperçu que le jour où je l'ai repris. C'est-à-dire que je me rappelle très bien quand j'ai repris la compétition en 2016, j'ai passé des jours et des jours à me dire mais où est-ce que je vais être dernier, est-ce que je vais être milieu de grille? Et ça a réveillé chez moi une sorte d'instinct de compétition que j'avais pas forcément avant. Et j'en étais moitié dingo, et depuis j'en suis moitié dingo. Peut-être la maturité aussi un peu. Ouais, sûrement, mais complètement, mais c'est de la maturité. J'étais extrêmement immature quand je roulais. Je faisais partie... certains pourraient dire j'étais un peu fils à papa, je savais que dans tous les cas je roulais le week-end d'après, donc là aujourd'hui je ne sais pas si je roule le week-end d'après. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça a mis une sorte de pression qui a décuplé la motivation, l'envie de rouler, la compétitivité. Donc c'est pas du tout la même approche, et c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance pour moi aujourd'hui que ça n'en avait à l'époque. C'est marrant, tu vois, cet aspect maturité et tout. Moi je le vois parce que je joue au tennis, moi, tu vois, et je faisais beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune, j'en refais maintenant, c'est pas du tout la même approche. Tu vois, t'es beaucoup plus mature, tu approches, tu gères tout différemment, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir, parce que plus de maturité, parce que plus de recul, parce que plus alors, je veux dire, je gueule quand même plus toi sur les pit lanes. Moi aussi. Pascal Destambert, chez qui je roule, va lui dire que j'ai mûri, tu vas voir, il va tu gères pas de la même manière, tu vois. Non, mais t'es pas le même joueur. Non, pilote. La vision a changé. Je pense qu'à l'époque, le sport auto était une évidence, et en fait, je l'avais déjà par moi et par mon père. C'était acquis peut-être. Donc c'était acquis, exactement. Et puis par la force des choses, avec mon père on a pris des voies différentes. Il a poursuivi dans son aventure avec son écurie de Formule Renault, et moi j'ai un peu quitté les circuits pour reprendre mes études. Et je pense que de quitter les circuits m'a fait déjà me rendre compte à quel point j'aimais le sport auto et à quel point j'avais besoin de garder le sport auto dans ma vie. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire le concours de casque de Franck Montagny et à lancer ce business de casque indirectement. On va y revenir, mais voilà, c'est comme ça que j'ai gardé un autre. Ça m'a poussé, en fait, je me suis aperçu, je me suis retrouvé à Nice à faire mes études dans les médias et à me dire mais il n'y a plus de bagnole là. Okay, c'était les débuts de Facebook, commençais à garder le lien avec les copains via Facebook pour le sport auto. Je suis allé à Monaco voir Romain, qui à l'époque venait d'accéder au GP2. Voilà, on garde le lien d'une autre manière. Et c'est là où vraiment, je développe mon propre lien avec le sport auto, indépendant. Et ensuite, je pense que j'ai développé une autre manière, comme tu dis, avec plus de maturité, une autre approche de la course. Tu reprends en 2016 le sport auto, du coup, la course. Tu commences dans quelle catégorie? Comment ça se passe? En fait, c'est un concours de circonstances. J'ai recroisé un copain, Tony Lavanant, qui avait un team de karting. Et je le recroise parce que c'est Juju, je crois, Julien Febvreau, qui, je crois, en fait, se met à un kart, achète un kart chez Tony.
Donc Juju me dit viens, on va faire une journée de cartes. Et je revois Tony. Et j'adore l'idée. Et donc je m'achète un kart pour aller faire du kart avec Juju. Parce que c'est vrai qu'avec Julien Febvre, c'est bien connu, on a des plannings hyper flex. C'est libre. On a vachement le temps d'aller rouler. Tu vois, ça, voilà. Donc on achète des cartes pour aller se faire des journées de cartes. Et puis au bout d'un an, le truc, il a roulé 2 fois, il prend la poussière. Donc je crois que je fais ma 2e journée de cartes en 1 an avec mon kart et je dis mais j'ai pas le temps, je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Et Tony Lavanant qui est champion d'Europe de karting, malgré tout je vais rouler puis je me dis putain je pense que je roule pas trop mal et je dis à Tony monte dedans pour voir à combien je suis de toi et je vois que je suis à 1/10 de lui. Et il me dit non mais je pense que tu roules pas mal et je dis bon on va faire un truc, je vais revendre mon kart et je vais plutôt avec l'argent faire 1 ou 2 courses. Et donc il me revend mon kart et puis il me dit bah viens, il y a la Ligue Île-de-France en X30 dans 2 semaines, viens faire la course et tu verras ce que tu vaux. C'est une ligue régionale, il y a un billet pour le championnat de France à gagner, viens le faire et tu verras ce que ça vaut quoi. Donc il me dit il y a une catégorie master, t'as plus de 30 ans, okay. Viens le faire en master. J'y vais, donc je me retrouve qu'avec des jeunes dans la structure, dont certains Isaac Adjar. Comme ça que je rencontre Isaac, on est coéquipiers en karting. Et un certain Nicolas Markiewicz, dont je vous reparlerai plus tard. Et du coup, moi je suis le vieux au milieu de tout ça, mais qu'est-ce que je fous là ? Et je fais les essais, on fait les essais avec les jeunes en plus. Donc je n'avais pas du tout d'idée où je me positionnais par rapport aux mecs de ma catégorie. Arrivent les qualifs. Les qualifs, c'est que les mecs de ma catégorie. Et c'est génial parce que par contre je m'entendais bien, je les ai rire les jeunes. Tu vois bien le délire. Hein. Isaac, qui était une vedette déjà à l'époque. Quel âge Isaac à l'époque ? Ah mais Isaac, il devait avoir... je sais pas, en 2016, il est quelle année Isaac ? 2004, 12 ans. Il avait 12 ans, t'imagines ? C'est un minot, mais ils étaient 5 comme ça. Ouais. Mais je les faisais marrer et tout. Et puis, par contre, c'était super sympa. Ils étaient venus m'encourager pour ma qualif. Et je me rappelle très bien parce que moi, j'arrivais de la Formule Renault. En Formule Renault, les qualifs, c'est le jus du pneu, c'est 2 tours. Donc, moi, c'est la première fois de ma vie que je refaisais une qualif depuis Formule Renault 2005. Et un vieux réflexe qui revient. Pré-grille, tout le monde part rouler. Puis je la regarde, je fais, mais ils sont cons, pourquoi ils partent maintenant ? Ils vont détruire leurs pneus avant les courses et tout. J'attends. Il y a un commissaire, il vient, il fait, tu y vas quand tu veux, hein. Je fais, j'ai bien compris, j'y vais quand je veux. Puis le mec, il m'engueulait, il dit, faut que tu ailles rouler et tout. Et j'ai à 5 minutes de la fin de la session, je démarre mon kart, je pars, je fais 2 tours. Les mecs, ils venaient nettoyer la piste, de la gommer. Je fais 2 tours, pôle, je rentre. Et là, tous les jeunes, Isaac, mais t'es un fou et tout, génial. Même. Eux, ils savaient pas que c'est comme ça qu'on faisait en monoplace. Et en fait, c'était complètement ridicule d'avoir fait ça en kart. Mais ça marche, pôle. Incroyable. Donc je me dis, là, c'est bon, j'ai le fire. Et c'est là que ça m'a remis un peu le truc. Et c'est parti. Bon, je fais cette course-là. Je crois que je finis 2e. On m'offre un ticket pour le championnat de France. Je vais au championnat de France, je vais en finale. Bon, je me crache en finale, mais je vais en finale. Du coup, on me dit que je suis sur une liste, comme j'étais finaliste, que je peux aller faire la Coupe du Monde. Et là arrivent les 30 ans de Romain Grosjean. Donc, qu'on fait avec Tony Lavanant, avec les mêmes mecs. Et on fait une journée de cartes et tout. Et le midi, Tony qui dit à Romain, mais tu sais que ton pote là, s'il était moins idiot, il pourrait aller faire la Coupe du Monde et tout. Parce que moi, à l'époque, ça, le mondial, je me disais, je vais y aller, je vais me faire éclater. Et il y a Romain qui me dit, écoute, ton budget là, si tu arrives à faire une autre course et à te qualifier pour le mondial, parce qu'en fait, je pouvais refaire un championnat national et aller avoir une place pour la Coupe du Monde. Il me dit, je te démerde, je joue avec un de mes sponsors, on te finance ta Coupe du Monde. Ah. Bon, on va aller faire oui. Du coup, je suis allé faire le championnat de Belgique, super souvenir. Je fais 4e du championnat de Belgique. Donc en finale, 4e, pied du podium. Et du coup, je décroche mon billet pour la Coupe du Monde. Et je suis allé faire la Coupe du Monde de karting en 2016. Et j'arrive en finale de la Coupe du Monde. J'ai fait 20e, 23e, je crois, de la Coupe du Monde de karting. Voilà, donc top. Et en parallèle, mon ami Vincent Beltoise me propose de venir faire un peu de Caterham. Donc je me remets aussi dans la bagnole. Je fais 1 ou 2 courses de Caterham, pareil, pôle, podium, machin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à remettre le pied dedans, quoi. T'as roulé en quoi, du coup, en toutes les catégories que t'as fait Une fois que vraiment j'ai remis le pied dedans, mon objectif, j'ai eu Motul en partenaire. Motul a été un de mes gros partenaires pendant 3 ans. Et le gros truc que j'ai financé avec Motul, c'est la NASCAR. Je suis allé rouler aux États-Unis, donc ça, c'était une expérience complètement folle. Parce que je fais la précision, parce qu'on va en parler, mais tu commentes la NASCAR. Ouais, je commente la NASCAR et j'ai toujours aimé ça. Ok. Et Ah ouais, t'as toujours aimé ça ? Ah, j'ai toujours aimé ça. Depuis toujours. Ah ouais, puis moi, je suis devenu commentateur parce que je voulais commenter de la NASCAR avec Pat et Phil. D'accord. Ouais, non, mais complètement. La NASCAR est à l'origine de beaucoup de choses dans ma vie. Okay. Et j'ai fait la NASCAR en Europe grâce à Jérôme Galpin. J'ai aussi fait la NASCAR à Tours chez moi. J'ai partagé la voiture avec Bobby Labonti que j'ai vu gagner des courses et son titre dans ma maison chez ma mère quand j'étais ado à Tours. Donc l'histoire là aussi elle est dingue. Et du coup et après avec Motul on a fait du GT. J'ai fait la pole du championnat de France en 2021, c'est ça. Et donc depuis je roule en GT avec Nicolas Markiewicz qui était mon coéquipier aussi en karting.
Voilà. Belle histoire. Ouais, belle histoire. Et attends, juste j'ai une question sur la NASCAR parce que pour le coup, tu sais, on en parle beaucoup et tout. Moi, j'ai fait une vidéo sur la NASCAR pour la vulgariser un peu. Ça fait quoi de conduire ce genre de bagnole incroyable? En fait, alors c'est fou, le bruit. Ouais. Le bruit. Oh non, moi, ce qui m'avait le plus choqué, pourtant, c'est que vous êtes vraiment clipsé dans le baquet. Ouais. C'est-à-dire que vous ne bougez pas. Ouais. Vous regarderez, la prochaine fois, tu regardes une cam embarquée de NASCAR. Ils ont des tapes, ce qu'on appelle des tapes. Leur tête, elle est, mais tu prends ton casque et ça fait. Ah, tu peux pas clic. bouger, tu peux pas bouger la tête. Ah non, tu fais pas comme ça. Moi, en GT, tu sais, nous en GT, les pilotes, on est là, on cale comme ça, comme ça. Non, ça, en NASCAR, ça n'existe pas. En NASCAR, t'as un truc, t'as des trucs qui viennent là, et la tête est éclipsée. Et le volant est là. Ouais. Et tu ne bouges pas. Et ton geste, c'est ça. Et c'est très très bizarre, très bizarre. Alors, j'imagine. Une fois que tu as compris, en fait, il faut détendre tes muscles. Tu es censé te détendre parce que c'est très long une course de NASCAR. Et tu es censé être comme ça et ton corps ne doit pas faire de gestes brusques. Et la NASCAR, c'est le paradoxe d'avoir une voiture d'une tonne 2 qui est d'une violence extrême en termes de bruit, en termes de puissance. Ouais. Mais tu dois être, c'est leur terme, le plus smooth possible, le plus doux possible. Ouais. Et en fait, tu arrives à. Alors, moi, je roulais sur un short track. Sur le short track, petit circuit, on arrive à 225 km/h dans le virage. Et là, le mec te dit tu freines pas. Tu prends les freins tout doucement. Ouais, ok, pas de problème. T'arrives, ça te fait un bruit, ça hurle. T'arrives pleine balle et là, le mec, il dit doucement, smooth on the brakes, doucement sur les freins. Et ton premier réflexe, c'est prends les freins. Et tu fais non, surtout pas. Parce qu'en fait, si tu prends les freins vite, le transfert de masse est tellement énorme avec le poids de la voiture que la voiture, tu la mets dans le mur. Donc le mec, il te dit tu vas être tout doux et là, t'arrives pleine balle dans un virage et là, tu dois être freiné tout doucement. Tu connais ou peut-être que tu connais le système du frein dégressif en Europe. Ouais, bien sûr. Tu arrives dans un virage, transfert de charge, tu tapes dans la pédale pour mettre le poids sur l'avant pour avoir de la direction, et tu fais un dégressif pour aller au virage quand tu vas vers la corde. Ouais. Bah là, c'est l'opposé. Tu dois être nose down, ce qu'ils appellent donc le nez par terre à la corde, mais la voiture arrive tellement vite que tu dois lécher les freins tout doucement. Ah ouais. Et plus ça va, plus tu mets de la pression, et plus tu perds de la vitesse, plus tu mets de la pression de frein pour avoir du train avant. Très complexe. Et comment ils font sur des vrais circuits routiers, tu sais, quand ils roulent par exemple, je sais pas. Ouais, alors là, c'est un peu des freins à patates, comme on appelle. Donc la voiture est tellement lourde que tu peux pas faire donc ils freinent fort et ils relâchent. Okay. Mais sur un ovale, en fait, ce qui te casse la vitesse, c'est le banking. Ok. C'est pas ton frein. C'est hyper contre nature l'ovale, c'est un truc. C'est contre nature. C'est impressionnant nous, mais c'est contre nature pour nous Européens qui avons l'habitude. En karting, pour un truc que tu fais, c'est tu roules, tu freines. C'est pas contre nature pour eux qui roulent sur la terre. Sur la terre, ils relâchent, ils accèlent, ils refreinent. Déjà, nous, on est on-off. Si tu touches au frein, t'accélères pas. Ta courbe de frein doit faire ça. Tant que sur toute cette partie du virage, tu touches pas l'accel. Eux, c'est pas vrai. Eux, c'est des types de pilotage très différents. Donc déjà, ce qui est contre nature pour Kyle Larson va peut-être pas être contre nature pour Connor Zilisch qui arrive de la Mazda, quoi, tu vois. Donc c'est ce que tu as préféré piloter ou pas? C'est l'expérience la plus folle, la NASCAR? Ouais. J'en garde un goût un peu particulier parce que moi je tournais dans un team pas ouf, très raciste. Ça, c'est l'envers du décor, c'est la face sombre de la NASCAR. C'est un sport très nationaliste. Moi j'étais français, ils m'appelaient The Fucking French Chicken. D'accord. J'étais avec Laurent Rex et un cadre d'automoto, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le camion. C'était particulier. Très particulier. Très américain, très américain. Très conservateur. Il y a le manager, je vais le balancer, je m'en fous. Il y a le manager de Tanner Gray, qui était à l'époque une star du dragster et qui maintenant roule en NASCAR Xfinity, la deuxième division. Ouais. Son manager, il est 10h du mat, et puis il arrive, il me dit je viens de dire bonjour, est-ce que tu me dis pas bonjour? Là, il y a un colosse, il me broie la main. Puis je dis désolé, je suis arrivé ce matin, t'étais pas là. Et là, il me tient la main, il me fait j'en ai rien à foutre, ici t'es dans mon pays. T'es un étranger, c'est à toi de venir me dire bonjour. Bonne ambiance. Et là, tu fais waouh, d'accord. Là, c'est quoi ce délire? Ouais, ok. Ouais, donc mix. Le père, c'était un père et un fils qui tenaient le team. Le père, il voulait pas me parler à la base. Il m'a parlé qu'à la fin pour me dire il voulait pas bosser avec les étrangers. C'est une folie, ça. Ah non, mais on a vécu un truc extrême. J'ai voulu aller dans un top team, un truc sans prendre en compte cet aspect-là, parce que tu prends pas en compte qu'un team américain d'office peut être raciste ou pas, quoi. Et en fait, j'en ai parlé avec d'autres étrangers, je parlais avec des Italiens. Il y a beaucoup d'Italiens via Max Papis qui ont essayé d'aller rouler là-bas. Max, il m'a expliqué un team où c'est le fils de Mike Skinner qui naît le truc, que l'autre, il était alcoolique. Enfin, il m'a raconté des dingueries de ouf. Ah ouais, putain, je m'attendais pas. Et c'est la façon de la NASCAR. Alors, la NASCAR qu'on regarde à la télé, elle n'est plus comme ça, bien évidemment. Ouais. Mais les séries régionales, le dirt, cet aspect existe. Ouais, ça reste local. Ah ouais, d'accord. Donc les mecs, ils restent entre eux, quoi. Ils ont pas. Mais après, entre eux, quand tu vas rouler en Caroline du Nord à Hickory, nous on a vu les cagoules blanches sur des croix en bois et tout. Véridique.
On parle pas de la NASCAR à Homestead détente. Hein. On parle du vrai redneck, quoi. J'ai très envie d'aller voir pour le coup. Mais tu vas kiffer. Et puis ils vont être top. Ouais. Mais moi, attention, hein, quand j'ai parlé avec Bobby Labonti quelques semaines après de mon expérience là-bas, il n'était pas surpris. Ouais. Mais le premier truc qu'il m'a dit, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit je t'en supplie, n'en fais pas une généralité. Ok. Il m'a dit c'est très important. Retourne-y un jour, n'en fais pas une généralité et j'y retournerai un jour. Ouais. Évidemment, c'est bien, dans un sens, ça a permis de garder le chapitre ouvert. Ouais, je voulais qu'on aille faire un truc pour justement montrer en immersion comment c'est, parce que je crois que. Ouais, mais faites-le. Ouais, tu vois, je voulais aller à Daytona pour tu vois, voir l'expérience pour le spectateur, parce que c'est tellement différent de la Formule 1, tellement différent de ce qu'on a ici. Daytona est sympa. Après, si tu veux vivre le truc de manière extrême, tu peux aller à Talladega. Ouais. Parce que là, c'est le plus wild. Ouais. En termes de spectateurs, j'entends. Ouais. Ouais, c'est ça. Daytona, les images seront sympas. Si tu vas au Daytona 500, c'est parce que c'est voilà, mais Daytona, il faut aller au Daytona 500. C'est le mythique. Mais sinon, tu as des trucs comme Bristol ou comme Talladega qui sont vraiment. Là, tu vas voir le plus ouf du fan américain. Parce que tu sais, je me disais, j'ai envie de montrer un peu les autres sports qu'on peut ne pas connaître, et c'est vrai que pour le coup, en termes d'immersion, la NASCAR, il y a cette espèce de totem NASCAR, on le voit de loin d'ici, tu vois. Alors en France, c'est bien couvert, vraiment pour le coup, t'as vraiment du contenu très intéressant. Mais moi, quand j'ai fait les recherches pour ma vidéo, je trouvais que ça avait l'air incroyable. L'ambiance a l'air folle. Mais non, mais la NASCAR, c'est un des seuls sports automobiles où tu peux ne pas être passionné et passer un bon moment. Ce qui ne va pas être le cas. T'emmènes ta copine voir une course de GT World. C'est cool, ça fait du bruit, les paddocks sont magnifiques. Bon, puis au bout d'une heure au bord de piste, si elle s'intéresse pas à la course, si elle suit pas sur le live timing, elle va dire c'est bon, je panne que. On va y aller. Non, puis même le fait qu'il y a le pasteur, tu sais le. Non, mais le show. Faut bien comprendre, moi c'est la phrase que je dis tout le temps. En Europe, on a un sport automobile avec une petite dose de spectacle. Aux États-Unis, la NASCAR, c'est un spectacle avec une notion de sport. C'est comme c'est la culture américaine du sport. Elle est comme ça pour tout le baseball, c'est pareil. Mais la NASCAR particulièrement par rapport au sport automobile, eux ils ont aucun scrupule à foutre un drapeau jaune pour un débris en fin de course et à complètement cheater le résultat. Alors que tu fais ça en Europe, t'as 12 mecs qui sont virés. Tu le fais en F1, ça passe pas, mais ça arrive. Ouais, ça arrive. C'est rare. Mais bon, ils en parlent encore aujourd'hui. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Juste pour fermer le chapitre un peu pilote. Tu roules en quoi cette année, du coup, tu roules un peu ? Je roule en GT4, en championnat d'Europe, sur une Audi chez Speedcar, c'est cool. Honnêtement, ça fait petit moment qu'on fait ça maintenant. Moi, c'est l'équipe de cœur parce que Pascal, je le disais, déjà, il me faisait rouler quand je roulais plus, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis, une fois qu'on a passé le cap NASCAR, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une course en GT4 chez lui, sur la Ginetta. Derrière, je me suis mis à rouler avec Nico. C'est lui qui m'a proposé d'aller faire une course en championnat de France. Moi, à l'époque, je voulais pas parce que j'avais tellement de clients et de potes sur la grille que je voulais pas m'embrouiller avec eux ou être ridicule. J'avais peur de me ridiculiser. Je me suis retrouvé à faire la pole, donc c'était incroyable. Et j'ai vécu beaucoup de belles choses face à lui. L'année dernière, on a fait 5 podiums en 6 courses. Donc voilà, je vis des belles choses grâce à Pascal et on continue avec l'Audi. C'est vraiment top, quoi. Et question que je voulais te poser plus tard, mais que je vais te poser maintenant. Au niveau de ta logistique, parce que tu as 2 casquettes, on va les détailler tout à l'heure, mais tu as 2 casquettes, commentateur, designer de casque. Eh bien, j'y pilote plus tard, non. Attends, mais la logistique, parce que là, j'imagine il y a X week-end où tu roules. Ouais, alors je roule pas tant que ça, je fais que 3 courses par an en moyenne. Et tu t'entraînes un peu ? Peut-être 4, mais pas plus. Donc déjà parce que j'essaie de pas louper de live de télé pour les courses. Ouais. Pas toujours simple, mais j'essaie de respecter cette règle. Donc déjà, tant que les 24 heures du Mans sont pas passées, je ne loupe pas une course de WEC ou d'endurance. Ouais. Donc déjà, c'est la limite. J'arrive plus facilement à faire des courses. En général, je vais réussir à en faire une avant l'été et plutôt 2 après l'été. Mais non, c'est compliqué. Parce que tu t'entraînes aussi, j'imagine. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi aussi, accessoirement. Donc non, tout ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais non, faut pas croire, je fais que 3 courses par an. Et très très peu d'essais, je roule pas assez. Même 3 courses par an avec la. Ouais, si tu fais des essais. Non, on roule pas, justement, on fait pas beaucoup d'essais. Ouais, non, tu roules pas. On arrive avec Pascal à faire des essais en semaine à Alès, donc j'arrive à faire les allers-retours dans la journée. Ça, c'est top. C'est-à-dire que sur une journée, je vais me lever à 4h30, je vais prendre le TGV de 6h à Gare de Lyon, 9h je suis à Avignon, 10h je suis à Alès. Midi, on démarre la voiture, on roule jusqu'à 14h30, 15h. 17h30, je suis dans le TGV à Avignon, je suis rendu à 20h30, 21h ici. Et c'est bon, 22h, je suis couché, terminé, on a fait une journée, on a fait un petit peu d'essai, quoi. Ouais. Tu dois kiffer à chaque fois que tu montes dans la voiture. Enfin, sachant que c'est dingue, du coup c'est. Mais surtout l'Audi, c'est assez dingue, ouais.
J'imagine, ouais, ça doit être fou de pouvoir avoir ça. Moi, j'adorerais rouler, franchement, ça me régalerait. Mais bon, c'est pas très accessible, tu vois. Non, mais après, moi, ça m'amène beaucoup. J'ai roulé au NURB aussi. Ouais. Entre-temps, entre la NASCAR et le GT4, j'ai roulé sur la Nordschleife. On a fait du VLN parce que je voulais faire les 24 du NURB. Ce qui est pas simple parce qu'on était 3 pilotes sur les 3, il y en a quand même 2 qui voulaient pas faire les 24. Donc voilà. Donc la Nordschleife, c'était fou, mais du coup, moi, quand je commente les 24 du NURB, voilà, j'ai le sentiment que je sais de quoi je parle quand je commente de l'IMSA ou du WEC ou comment il y a un accrochage. Bah ouais, et c'est pour ça encore une fois que je vais être plus intéressé d'aller parler avec le pilote de l'aspect sportif et pilotage que c'est vrai d'aller tout de suite d'aller vers un ingénieur, un mécanicien pour parler mécanique. Fatalement, je vais le faire parce que c'est mon boulot, mais je vais le faire parce que c'est mon boulot. Je vais pas le faire par. C'est vrai que t'as fait la Nordschleife. Ouais, c'est quelque chose, non? Ouais, c'est extraordinaire. C'est quoi une des expériences les plus folles que j'ai faites. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ça me, voilà. C'est le feeling. Le feeling est totalement différent. La grosse différence, c'est que tu te bats contre toi-même avant de te battre contre les autres. Ouais. C'est la seule fois de ta vie où tu descends de la caisse. Ton premier réflexe, c'est pas d'aller voir le classement. Le classement, il est anecdotique. Tu descends en disant, je l'ai pas placardé. Je l'ai pas placardé. Voilà. Honnêtement, c'est anecdotique. Et le trafic et tout. Trafic. Alors d'abord, moi, la première fois que j'ai roulé, déjà, j'ai eu le mal de cœur, le mal de mer. Ah ouais, en roulant. Ouais. Et c'est arrivé à mon coéquipier aussi. C'est comme au Dakar, t'as le même syndrome qu'au Dakar. Je sais pas si tu sais, au Dakar, les mecs ont le mal de mer parce qu'avec les dunes, ils savent pas où poser les yeux, donc et donc tu finis par avoir le mal de mer. Bah au NURB c'est pareil. Au NURB ça monte, ça descend et tu mets tellement les yeux partout. Moi j'ai eu le mal de mer la première fois. Deuxième fois ça allait mieux et le trafic est chaud. Ouais. Parce moi je me suis vu très étroit, quand même. Ma première VLN, je l'ai faite juste après les 24. Donc la Ferrari de Fricadelli qui venait de gagner les 24 m'a doublé. J'avais 2 roues dans la terre, je l'ai insulté de tous les noms et quand il s'est rabattu devant moi, j'ai vu de la terre sortir son extracteur. Ouais. Et là j'ai fait d'accord. Donc moi j'avais 2 roues dans la terre et lui aussi. Je fais, ah ouais, là c'est vraiment pas large quoi. C'est chaud hein. Ah mais c'est Fred Makowiecki qui m'a fait la meilleure comparaison. Il m'a dit tu fais la course sur une départementale. Voilà. Wow. C'est une spéciale de rallye, la Nordschleife. C'est pas. Mais c'est impressionnant, je trouve la Nordschleife. Tu le fais ne serait-ce que tu le ferais ne serait-ce qu'en sim racing, c'est une dinguerie. Ah mais moi, ma première course, j'ai eu le scénario classique de j'étais grand soleil en slick. On me dit il pleut sur la piste. J'ai mis il pleut sur la piste. Donc tu sais que c'est vrai parce que tu sais qu'à la Nordschleife c'est vrai. Ouais. Et là, il y a un soleil. Il y a du soleil, t'es en stick, tu fais mais à quel moment je vais prendre la pluie dans la gueule? Et tu roules, tu fais mais c'est pas possible, pas prendre de la pluie. Ouais, la pluie elle a dû se décaler, et d'un coup t'es là, bon t'es dans les arbres, donc tu vois un peu moins la lumière, et là t'arrives sur Brunchen, là, le fameux aveugle, où d'un coup tu vois le camping, et là tu vois tous en parapluie, et oh, allez là la pluie, allez c'est bon, ralenti, tac, t'es en stick, et là tu finis ton tour tranquille, et tu putain j'espère que tu vas pas me placarder, j'espère qu'il y a pas un mec qui va se louper derrière moi et me couper en deux, et là c'est chaud. C'est ouf là, non, déjà tu sais que je respecte même les mecs. 24 du Nord, si tu veux faire un inside. Ouais. Tu disais, je voudrais montrer l'envers du décor. Ouais. 24 du NURB. Là, tu peux faire une série en 12 épisodes. Mais je voulais 24 du NURB. Ouais. Je pense que là, tu peux tourner un truc aussi ouf, à minima, que l'inside d'une course de NASCAR. Ouais, j'avais prévu enfin, on le fera la Nordschleife parce que c'est tellement légendaire. J'allais dire, même franchement, je respecte même les mecs qui vont avec leur caisse à eux. Parce que non, tu vois, faut vraiment. Mais moi pour avoir mon premier permis au NURB, parce que tu as 2 permis à avoir au NURB, pour avoir le premier permis, j'ai fait donc la RCN, qui est la 2e division. Tu as des mecs qui viennent avec leur caisse par la route. Ça existe encore. Au NURB, tu roules au NURB, j'ai connu ça qu'une fois dans ma vie en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, tu te balades un peu partout dans la Caroline du Nord, tu vas tout le temps tomber sur un atelier, une vieille NASCAR posée à côté parce que les châssis, en NASCAR, ce qui coûte cher, c'est les moteurs. Un châssis de NASCAR, ça vaut que dalle. Donc t'as des fans qui achètent des châssis pour le plaisir, et t'es là, t'es dans un lotissement, et d'un coup tu vois un châssis de NASCAR posé sur des parpaings, côté d'une baraque. Tu sais quoi, ça. Ou t'es là, et d'un coup tu vois un châssis, tu vois un mec en train de faire une late model, une NASCAR de terre, un mec qui est en train de faire des tests moteurs dehors. T'en as partout. Tu peux pas faire 10 minutes de route en Caroline du Nord sans tomber sur une NASCAR. Au Nürburgring, c'est pareil. Dès que tu arrives à moins de 10 minutes du Nürburgring, tu vas constamment tomber, c'est des grosses plaques de numéros, c'est des énormes plaques de numéros sur des portes, des plaques noires et blanches avec un numéro noir sur un fond blanc. Tu vas au Intermarché, tu vas au petit supermarché dans un petit bled allemand à 10 minutes du Nürb, tu auras toujours une BM, une Opel qui a une plaque de numéros sur la porte parce que l'autre, il te la regarde, il a un arceau, elle est en Smith League parce que le week-end, il va faire des courses de RCN. C'est ouf. Ces endroits-là, c'est comme à Maranello, là, c'est une folie. Mais là, vraiment, et une RCN, c'est 200, 300 caisses. Ouais.
Mais t'en fous, enfin, le circuit il fait 25 ans, t'en fous. J'adore. Donc, tu doubles ton permanence, tu te fais doubler par une Mitsubishi Break, mais en même temps tu doubles une Clio, une Ibiza. C'est génial. Et puis il y en a qui se mettent des boîtes. Ouais, mais puis ça roule, et puis les mecs se respectent à mort. Ouais. À la fin, tu vas dans le vieux paddock du NURB, t'es pas dans le paddock F1, parce que là tu fais que la Nordschleife, donc tu vas dans le vieux paddock du NURB, tu bois des bières avec les mecs. C'est extraordinaire. Le RCN, c'est extraordinaire. On ira. Ça me donne envie, tu vois. Ah ouais, non, parler, ça me donne envie. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et je me dis, bah ouais, j'ai peut-être pas. Enfin, la carrière que j'ai, je me dis, j'aurais vécu plein de trucs. J'aurais été roulé aux US, j'aurais roulé sur la Nordschleife, j'aurais roulé au NURB. Et puis bah là, le GT4, j'aurais roulé contre des vrais pilotes professionnels. Parce que là, voilà, moi, je suis dans la catégorie amateur, on roule contre les pros. Ouais. Donc c'est top. Et puis je partage ça avec des amis, donc c'est extraordinaire, quoi. On parlait de ton activité de pilote, du coup. C'est peut-être plus une activité qu'une carrière. Ouais, j'aime bien dire activité parce que c'est une vraie activité. C'est vrai que j'y apporte quand même beaucoup, déjà parce que j'aime ça, comme je l'ai dit, je suis beaucoup passionné. Et puis quand même, malgré tout, j'y apporte une certaine importance parce que j'estime que c'est ma crédibilité de commentateur. Donc voilà. C'est exactement là-dessus que j'allais embrayer, en fait. Parce qu'effectivement, du coup, tu as cette activité-là. Tu as ton passé aussi de pilote de Formule Renault, etc., qui t'a beaucoup apporté. Là, tu es commentateur, on en parlait, donc tu as cette casquette aussi. Ça t'apporte d'avoir été pilote d'avoir été pilote à l'époque en monoplace et maintenant. Alors, faut savoir que c'est parce que j'ai été pilote en Formule Renault particulièrement que je suis devenu commentateur. En fait, le lien, il est que l'année où je roule en Formule Renault, Jacques Sabatier, qui commentait nos courses, commentait aussi la Clio. Et c'était à l'époque Jobo, ça faisait Jobo chez hier, qui avait gagné la Clio et qui devait aller commenter les courses avec lui de Formule Renault. Et Jobo, je crois que ça le branchait pas des masses. Du coup, il y allait pas tout le temps, ou alors il était pris par d'autres obligations, je sais plus. Du coup, Jacques Sabatier m'avait demandé, si possible, de venir l'aider à commenter les courses de Clio Cup. Oui, c'est ça, voilà. Johan Boris Scheyer avait gagné la Clio Cup, avait gagné le volant en Formule Renault, et il devait aller commenter la Clio Cup. Et je crois que ça le branchait pas, ou enfin bref. Et du coup, c'est moi qui me retrouve à aller commenter les courses de Clio, parce que moi, par contre, ça me plaisait bien. J'aimais bien, déjà Jacques, je l'adore. Et puis pour le coup, ouais, ça me plaisait bien de faire je faisais consultant pour le coup. Et puis à chaque fois, il me disait, tu te débrouilles bien, on voit que t'aimes ça, on voit que t'aimes bien. Et c'est vrai que je me rendais compte que j'aimais bien. Donc ça reste dans un coin de ma tête, mais ça s'arrête là. Après, quand j'arrête de rouler, je reprends des études dans les médias. Mais honnêtement, mes ambitions, elles étaient très larges. Je me mets à faire des casques à côté. Et puis finalement, je monte ma boîte en me disant, je vais faire des casques, je vais faire des communiqués de presse. Je touche à tout en me disant, je veux créer une opportunité. Et puis, en fait, c'est surtout le lien, c'est Marion Jolès, la femme de Romain Grosjean, qui me dit, mais toi, arrête de faire des communiqués de presse, t'es pas fait pour ça. Enfin, t'es pas un attaché de presse. Toi, t'es fait pour commenter. T'es pas fait pour écrire les communiqués pour les commentateurs. Et c'est là qu'elle m'a présenté Philippe Chéreau. Et de là, je rencontre toute la bande à Automoto, Laurent Rex, Patangeli. Et puis c'est comme ça que naît le contact. Et puis qu'on me propose de faire un test à Automoto, quoi. À l'époque, c'est AB Moteur, c'est ça ? C'est AB Moteur. Ouais, c'est ça. Ok. À l'époque, c'est AB Moteur, et c'est de là que tout part. Elle sait que je suis fan de NASCAR. Elle sait que mon objectif presque ultime, ça aurait été en fait de commenter de la NASCAR. Mais finalement, c'est l'inverse. J'ai démarré en commentant de la NASCAR avec les gars qui m'ont donné un peu envie de faire ce métier, quoi. Ok, donc elle te fait une passe D. Mais c'est ça, en 2004. Moi, en 2004, j'adore aller commenter avec Jacques Sabatier parce que déjà, j'aimais bien le faire, et parce que tous les dimanches, quand je ne suis pas sur un circuit, j'écoute Pat et Phil sur la NASCAR. Hein. C'est la première année où ils faisaient toutes les courses en live. C'est fou, ça, quand même. Et j'adore. Et moi, à l'époque, tu allais sur le forum, sur le site d'AB Moteur, tu leur envoyais pas sur le forum, tu avais un formulaire de message, tu leur envoyais ton message et t'écoutais voir s'ils éventuellement utilisaient ton message à l'antenne. C'est l'époque c'est l'ancêtre de Twitch. Non, mais là, complètement. Donc voilà, c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Moi, je les écoutais tous les dimanches, j'adorais ça. Et puis jusqu'au jour où je les ai rencontrés, ils m'ont proposé de passer au studio. Je suis passé le jour où Christian Courtel, rédacteur en chef d'Auto Hebdo à l'époque, prenait sa retraite. Il partait vivre en Charente-Maritime, et puis ils m'ont dit on va avoir besoin de quelqu'un pour faire les remplacements. Et ils m'ont fait passer un test, et c'est comme ça que tout a démarré. Ça s'est bien passé direct ? T'étais pas trop... Parce que ça faisait longtemps, non, que t'avais pas commenté, du coup. Mais non, mais j'avais commenté. T'avais commenté vite fait. Alors là, je le faisais un peu en plus en tant que commentateur. Moi, je le faisais en tant que... J'étais détendu quand j'allais faire sur la Formule Renault. C'était pour mon job. Donc là, on s'attendait à ce que ça soit un peu mon job quand même. Mais évidemment, j'étais très stressé. Je me souviens,
Je me souviens très bien le chiotte j'imagine. Et me dire là mec, tu vas faire un truc qui va peut-être changer ta vie, ce qui était vrai. Mais sur ta première pige ou sur le test? Sur le test, ok. Ouais. La pige, mon premier live, je m'en souviens pas vraiment. Au même titre que je me souviens pas vraiment de mon premier Grand Prix pour TF1. Okay. Parce que le stress prend le dessus et que tu te mets en mode machine. Et mon premier souvenir de mon live, je crois, c'est d'avoir hyper chaud dans la cabine. Au même titre que mon premier souvenir de mon premier Grand Prix pour TF1, c'est de traverser le paddock en chemise et en veste. Il doit faire 30 degrés, je suis trempé de sueur. Et de me dire, bah là, j'ai tout à perdre, rien à gagner, je vais me faire défoncer. Parce qu'en plus, là, t'es lead commentateur, t'es pas consultant, c'est toi le commentateur, non? Alors, sur la NASCAR, j'étais deuxième. T'étais consultant. Non, j'étais avec Patangeli. Okay, heureusement, heureusement qu'il était là. Ouais, ok, d'accord. Mais sur la F1, j'étais lead, j'étais avec Jean-Éric Vergne. On va parler de la F1. Ouais. Mais ouais, non, mais finalement, ils ont été top. Je leur serai éternellement reconnaissant. Philippe qui est quand même à l'origine du truc, parce que c'est lui qui me présente Laurent et Pat derrière, mais Philippe Chéreau, Laurent Rex, Patangeli, voilà, sans eux, je suis pas là. Sans les moteurs, je suis pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais force de toujours bosser à Automoto. J'ai travaillé une époque à Motors TV, c'est vrai, qui est la chaîne concurrente, mais qui m'interdisait d'aller bosser à AB Moteur. Mais moi, ça me faisait du mal parce que je leur suis reconnaissant. C'est là que j'ai démarré. Et moi, voilà, jamais oublier d'où on vient. Exactement. Jamais. Ouais. Non, c'est clair. Bon, c'est une belle histoire. Hein. Franchement, après. La belle histoire, en fait, c'est pour tout te dire, c'est que Philippe me disait, tu viens quand tu veux au studio, et que les premières fois, je m'arrêtais réellement en rentrant de Spa, et puis que à force, je repassais pas souvent par Paris, donc je faisais croire que je rentrais de Spa, alors qu'en vérité, j'y allais depuis. Je faisais l'aller-retour et je dormais dans ma bagnole. Wow. En me disant, il faut que je crée l'opportunité. J'ai voulu forcer un peu le dessin, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à y aller le jour où Christian était là, où Christian arrêtait, quoi. Attends, j'ai une truc qui me vient en tête là. Du coup, une rencontre hyper importante pour toi, c'est quand même Romain Grosjean. Ouais. Au final. Ah mais complètement. Au-delà du pote, je veux dire, Romain et Marion, mais ouais, c'est ça, Romain et Marion. Est-ce que la rencontre la plus importante, c'est moi avec Romain, ou que Romain rencontre Marion? Non, mais évidemment, je leur suis très reconnaissant. Et c'était pour ça que, dans un sens, moi, de commenter la Formule 1 sur TF1, et quand Marion présentait, dans un sens, la boucle était bouclée, quoi. Ouais, c'est beau. C'était génial, parce que déjà, tu peux rien faire de mieux. Ouais. Là, tu te dis, ça y est, j'ai tout fait. J'aurais fait les 24 heures du Mans, la NASCAR, j'avais commenté l'IndyCar avant. Et là, maintenant, je commente la F1 sur TF1. Ça y est, la boucle est bouclée. Je le fais avec Excel, grâce à qui j'ai fait tout ça. On a bouclé la boucle, c'était beau. Comment ça se passe d'ailleurs pour TF1 à l'époque? C'est quelle année? En fait, pour t'expliquer comment ça se fait, je vais pouvoir te résumer un peu mon parcours télé. Ouais. Donc, je fais AB Moteur, Motors TV. Motors TV, par contre, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. J'ai beaucoup appris grâce à Laurent Frégolet, Patrick Rivet, entre autres, Manu Biston. Je commentais avec eux, ils m'ont beaucoup appris. Puis je faisais beaucoup d'heures. DTM, F3, Grand Am, ALMS, IndyCar, NASCAR, Busch Series à l'époque. On faisait tout. Ouais. Puis voilà, c'était eux à l'époque, c'était déjà des références, donc ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris. Forcément, aujourd'hui, nous les jeunes commentateurs, on fonctionne peut-être plus de la même façon, mais on est tous bien contents d'avoir appris grâce à eux. Et derrière, je rentre à Eurosport. Ok. Je rentre à Eurosport. En fait, ce qui se passe, c'est que je bossais avec Julien Jousse pour le design, et c'est Jacques Lenis, à qui je fais une bise, qui invite Julien à venir commenter sur Eurosport. Et donc je rencontre Jacques Lenis et je lui dis, mais je suis commentateur, je bosse à Motors TV, j'adorerais rentrer à Eurosport. Et donc il me donne le nom d'Alex Pasteur, j'en parle à Marion, et Marion me dit, ah Alex, mais je le connais super bien, attends, bouge pas, je lui envoie un message. Donc c'est grâce à Jacques Lenis et Marion Joès que je me retrouve en entretien avec Alex Pasteur, avec Gilles Delaposta, ça match hyper bien. Ouais. Gilles qui dit, ouais, je vois qui c'est. Et puis du coup je rentre à Eurosport et je commente les 24 heures du Mans, du Dakar, je fais beaucoup de choses à Eurosport. Et une année, donc là j'avance un peu dans le temps, 2015. En 2015, il y a un casting pour commenter la moto sur Eurosport. Donc je fais le casting, moi c'était pour commenter le Moto 2, Moto 3. Ouais. Je suis face à un certain Laurent Rigal, je sais pas si tu vois, qui commente un peu de deux roues, très sympa. Et donc évidemment Laurent est pris au casting, mais on me dit que en gros c'est lui qui est pris, mais que ils étaient quand même contents de ce que j'avais fait. Donc moi je repars de là. Ouais. J'étais persuadé de pas être pris, donc j'étais hyper content. Et puis je continue ma vie. Et un jour, Jérôme Papin, qui était rédacteur en chef de Eurosport France, me convoque dans son bureau et me dit écoute, il y a NT1 va diffuser le Grand Prix de France.
Évidemment, nous, on ne peut pas libérer nos commentateurs parce qu'on le diffuse aussi. Mais NT1 va le diffuser gratuitement. Donc, j'ai donné ton nom. Ils vont t'appeler. C'est TF1 qui va t'appeler. C'est eux qui. NT1, c'est TF1 à l'époque. C'est les sports de TF1 qui vont gérer ça. Donc, c'est Martin Zara qui va t'appeler pour ça. Et il m'appelle et il me dit voilà, est-ce que tu voudrais commenter le Grand Prix de France moto sur NT1 avec Jean-Michel Bayle? Ah putain, grave. Oui. Donc, en fait, le lien avec TF1 à l'origine, il se fait là. Ok. Beaucoup vont dire il est entré à TF1 grâce à Marion Angeles. Oui et non. Le premier lien, en fait, il se fait là. Ça part de plus loin. Ouais. Ça part de la moto. Ouais. C'est-à-dire que, donc 2015, je fais le Grand Prix de France moto, ça se passe bien. Et en 2017, quand ils apprennent qu'ils vont en 2018 diffuser le Grand Prix de France, TF1 récupère 4 Grands Prix parce qu'ils doivent diffuser gratuitement le Grand Prix de France. Ok. Le Grand Prix de France. C'est une obligation. En fait, la loi en France oblige que les grands événements soient diffusés gratuitement à la télé. Ok. Roland Garros, 24 heures du Mans, pour ça que 24 heures du Mans était sur France Télé, maintenant il est sur l'équipe. Il faut que les grands événements et le Grand Prix de France de Formule 1 rentraient dans ce cadre-là. D'accord. Donc là, c'était Canal qui avait les droits, Canal c'est payant. Et donc plutôt que de faire un double dispositif qui leur coûtait de l'argent à Canal, Canal a revendu une sorte de package de 4 Grands Prix à TF1. D'accord. C'est vrai que les gens comprenaient pas toujours, mais bon, on se retrouve en fait avec donc TF1 qui va faire des grands prix et qui fait un casting. Donc forcément, quand ils font leur liste des gens à qui ils vont faire passer le casting, Marion leur souffle mon nom, mais Martin Zara, il avait déjà pensé à moi parce que j'avais su le dernier avoir commenté du sport méca pour le groupe TF1. Donc voilà, au moins j'étais arrivé après Christophe Malbranc. Entre-temps, Christophe s'était lancé dans la politique, donc il n'est pas question de refaire commenter Christophe. Et de là, ils font un casting. Donc j'étais déjà dans la liste. Okay. Et je me retrouve à passer le casting. Je fais la première partie du casting. J'apprends que c'est moi en soi qui est le. Il faut savoir que moi j'ai passé le casting le même jour que Pierre Van Vliet. Ah. Donc le jour où je passe le casting, déjà je suis persuadé que je suis pas pris. Oui, j'imagine. Parce que moi je savais pas trop qui passait le casting. Je vois arriver. Alors moi j'ai fait mon casting avec Nathanaël Berton, qui à l'époque venait de faire des tests en F1 à Abu Dhabi avec Force India. Mais je vois arriver Pierre Van Vliet avec Anthony Beltoise. Donc je sais déjà que je suis pas pris. Wow. Je me dis il y a Pierre Van Vliet et Anthony Beltoise en face. Il faisait passer les castings duo par duo. Je dis bon déjà je sais que je suis pas pris, mais enfin pour moi. Je me rappelle très bien, je revenais de Tours, j'étais en bagnole, quand on m'a dit que je faisais le casting pour TF1, je me suis dit c'est le truc ultime de ma carrière de commentateur. Je pourrais jamais rien faire de mieux. Donc je vois en plus Pierre Van Vliet, me dit je serais jamais pris. C'est mort. C'est voilà, génial déjà d'avoir vécu ça une fois dans ma vie, super expérience. Je repars, en fait sur le coup, je m'intéresse pas au résultat du casting. Et là j'ai un coup de fil où on me dit bon voilà, la première phase du casting est terminée, pour l'instant c'est toi. Mais on n'est pas convaincu à 100%. Pour l'instant, c'est toi. Pour l'instant, c'est toi. Mais il y a un problème, c'est qu'on est plusieurs décisionnaires. Et dans les parties décisionnaires, il y en a qui trouvent que tu es trop jeune, surtout que tu as la voix jeune. Et c'est TF1. Donc la cible, elle est pas jeune comme toi. Et ton binôme ? Moi, le binôme, on savait que c'était Jean-Éric. Par contre, il n'y avait pas de débat. Okay. On savait déjà que c'était Jean-Éric. Donc moi, d'ailleurs, j'avais essayé de te cheater parce que je savais que c'était Jean-Éric. Je le savais, voilà, et je l'avais appelé pour qu'il vienne passer le casting avec moi. Et il m'a dit mec, tu forces. Voilà, mais bon. Et donc, du coup, en plus, sachant que c'était Jean-Éric le consultant, il y en a qui disaient non, vous pouvez pas mettre de jeunes, ça vous forcez là. Oui, en plus c'était TF1. C'était TF1, donc TF1. C'était TF1. Donc, on va faire une deuxième phase de casting. Bon, je me dis bon là. Et j'ai un pote dont je tairai le nom parce qu'il m'autorisera un jour à le dire, mais j'ai un pote qui à l'époque est en contrat ailleurs, qui fait le casting en off. On l'appelle, on lui propose de faire le casting, donc du coup il me tient un peu au courant de qui était là sur cette deuxième vague de casting en même temps que lui et tout. Bon, et on en parle. Et puis ça s'arrête, j'ai pas de nouvelles. Et les semaines passent. Et un matin, je reçois un message d'un gars d'Eurosport qui me dit félicitations, j'ai appris pour TF1. J'ai putain. Merde, ça y est, ça commence à savoir, ça se trouve, je suis pris. Je commence à prendre espoir. Un deuxième SMS d'une ingé son. Salut, je bosse à TF1, j'ai entendu ton nom, félicitations. Je dis, écoute, je suis pas encore au courant. C'est ça, bien sûr. Bon, en tout cas, ça va être annoncé bientôt, félicitations. Je suis trop content, quoi. Et j'appelle mon pote qui avait fait le casting. Et il me dit, t'es au courant ? Je l'appelle, je dis, t'as des nouvelles du casting ? Il me dit, si tu m'appelles, c'est que tu te doutes que ça a bougé. J'ai eu des messages ce matin. Et il me dit ouais mais écoute je suis emmerdé, je sais pas encore si mon patron va me libérer. Mais non. Je fais attends mais il me dit tu parles de quoi ? Non, toi tu parles de quoi ? Et mon pote me dit je suis pris par TF1 mais je sais pas si mon patron va me libérer. Et là mais tu lui dis aussi que t'es pris. Et là je lui dis et là il y a un blanc aussi. Il me dit mais pourquoi tu m'appelles ?
Je dis, bah, je viens de recevoir 2 messages de gens qui me disent que je suis pris. Il me dit, ah merde, il me dit, je sais pas, peut-être que ça a bougé, mais il me dit, moi j'ai eu un appel hier, et on me dit que c'est moi. Il me dit, t'as eu un appel? Je dis, non, j'ai eu un appel de personne. Il me dit, oh mec, je suis désolé, je voulais pas que tu l'apprennes comme ça, je me rappelle très bien, j'étais dans mon salon, je suis tombé sur le canapé. Alors après, c'est un de mes meilleurs amis, hein, donc, je me dis, je suis content que ça soit toi. Je préfère que ce soit toi qu'un autre, mais là, l'ascenseur émotionnel, il est violent, quoi. Bon, puis ça s'arrête là, et c'est un commentateur exceptionnel, un journaliste exceptionnel. Évidemment, le choix pour moi était logique que ça soit lui. C'est juste qu'il était en contrat dans un autre média, et j'étais un peu surpris. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Et il m'appelle 3 jours après, et il me dit, bon, là, il y a eu une réunion entre TF1 et mon patron. Je vais pas te mentir, ça s'est pas ultra bien passé, quoi. Il y a peu de chances que je sois pris, et du coup, de ce que j'ai compris, si c'est pas moi, c'est toi. Et donc j'ai été finalement pris à TF1, mais j'étais le plan B. Voilà. Bon, on reviendra que tu vois. Non mais c'est trop bien. C'est bien, hein, ça permet toujours de garder l'humilité. Hein. Attends, sachant qu'il y a Pierre Van Vliet dans le truc quand même. Ah ouais, non mais il y en a plein. Je veux dire, et puis en plus il y a pas de, enfin. Voilà, mais c'est trop bien. Mais après, je pense qu'ils voulaient renouveler, ils voulaient des visages nouveaux. Hein. Oui. Je pense que s'ils n'ont pas pris Pierre, c'est pas par rapport à son talent. Hein, évidemment. C'est juste que je pense qu'ils voulaient du nouveau, ils voulaient renouveler. Donc finalement, j'ai été pris à TF1, je me suis retrouvé à commenter donc 4 grands prix par an pendant 3 ans sur TF1. Wow. Et du coup, l'expérience, c'était comment? Dingue. Différent donc de ce que tu aurais pu faire avec Anna. C'est pas pareil. Déjà, on n'en fait que 4. Donc, tous les ans, sur le premier, tu prends la marée parce que la F1, c'est très dur à commenter. C'est très, très dur. Le stress. Ouais. Beaucoup de stress. Le souvenir que j'en garde quand même, c'est que j'ai beaucoup commenté avec la boule au ventre. Alors, pas les derniers, mais les premiers, j'avais beaucoup la boule au ventre. Donc, le premier, ça devait être quelque chose, non? Le premier, je m'en souviens quasiment pas. Je suis liquide, j'ai une pression de malade. Je me rappelle aller vers la cabine et me dire que j'avais plus à perdre qu'à gagner. Parce que je me disais, j'ai une boîte de design qui tourne bien. Si là je me ridiculise sur TF1 devant peut-être plus d'1 million de téléspectateurs, je suis la risée nationale. J'avais peur d'être un bad buzz, d'être un mème, tu vois. Ah non. Tu sais, t'as des expériences comme ça où et puis on nous avait surconditionné. On nous avait dit, vous allez être des méga stars, tout le monde va vous arrêter dans la rue. Donc tu te dis, c'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi puis finalement ça passait crème, quoi. Donc voilà, il y a des expériences comme ça dans la vie. Mais j'ai appris énormément. J'étais plus qu'heureux de commenter, de bosser avec Marion. J'ai beaucoup appris avec Denis Brognard. J'ai adoré bosser avec Denis, exceptionnel. J'ai commenté la première victoire de Charles en F1. Ouais. Et ouais, avec un casque. Alors dans un week-end compliqué, mais avec un casque que j'avais dessiné. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, et quelque chose quand même. Expérience exceptionnelle. Par contre, j'ai toujours gardé des liens très forts avec ceux de TF1. Okay. Je les adore. J'ai recroisé Romain Chemoul au Mans l'année dernière. On a passé 2 heures à refaire le monde. Je peux pas croiser Sylvain Milenvois sans qu'on se tombe dans les bras. Voilà, quand Jérôme Saporito, qui est celui qui m'a pris à TF1 et après a été mon chef à l'équipe. Si je suis arrivé à l'équipe, c'est quand même un peu grâce à lui. Donc voilà, j'ai toujours gardé un très bon lien avec tous ceux. Et puis parce que aussi j'ai beaucoup de reconnaissance. Et en termes de commentaires, c'était quoi qui était dur sur la F1? Alors, c'était pas de vulgariser, mais c'était le retour des gens du fait que je vulgarise. C'est-à-dire que je passais mon année à commenter des courses en faisant des analyses très techniques, et d'un coup on me demandait d'expliquer pourquoi il y avait un halo en carbone au-dessus du cockpit. Et là, parce que la cible est différente. Des messages de gens, bonjour, vous nous prenez pour des débiles à dire ça, ou alors je comprenais, attention, hein, je ne déformez pas ce que je dis. C'était normal que je vulgarise. On avait affaire à des gens qui, si les gens n'avaient pas pris l'abonnement à Canal, c'était que les gens suivaient la F1 de loin. Donc il fallait leur expliquer les nouveautés. À l'époque, c'était la première fois que certains voyaient des voitures avec des halos. Il fallait leur expliquer les règles. Moi, j'ai aussi eu affaire, et ça je l'ai découvert bien après, j'ai aussi eu affaire à une nouvelle génération qui a découvert la F1 gratuitement sur TF1 et qui après est allée s'abonner sur Canal. C'est pour ça que Canal a vendu 4 Grands Prix à TF1. Indirectement, ils s'offraient une nouvelle cible. Et par exemple, quand j'ai fait le Grand Prix Explorer, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, mais moi je m'étais mis à m'intéresser à la F1 grâce à vous sur TF1. Donc voilà, mais donc il fallait réexpliquer tout ça. Et donc j'étais totalement d'accord avec ça. La ligne éditoriale de TF1, elle était logique. Bien sûr. Mais derrière, je prenais des scuds de gens. Ouais, mais non, mais dites-nous plutôt. Et pourquoi vous nous dites pas le nombre de tours d'usure du soft par rapport au médium? Non, mais c'est pas du tout ce qu'on me demande. Si tu veux connaître à partir de quel tour il y a du blistering sur le soft ou ton médium, tu vas sur Canal. Évidemment. Ils le font bien mieux que nous, ils sont sur place, ils savent faire, enfin, on était sur place aussi, mais ils savent faire, ils sont là depuis le début de l'année, t'inquiète, Francky te dira ça mieux que personne. Voilà, nous, c'était pas notre but. Oui, la cible est différente.
La cible est différente. Nous, notre but, c'était d'expliquer. Déjà, nous, c'était de faire des incarnations, d'expliquer qui sont les pilotes, pourquoi ils sont là. C'était, et puis de vulgariser, que ce soit accessible à tous, à la ménagère qui fait ça en faisant son repassage, au mec qui fait sa sieste dans son canapé, et quand il se réveille, il faut qu'il comprenne ce qui se passe là. Ouais, tu regardes TF1 Canal, la Ligue des Champions n'est pas commentée de la même manière que l'équipe de France. Mais exactement. C'est absolument différent. Exactement. Ouais. Et là, c'était pareil. Ouais. On avait de la pub. Comment tu gères la pub d'ailleurs ? La pub, tu la gères difficilement. Ouais. En fait, la pub, c'est le plus frustrant. Parce que c'est ce pour quoi on se faisait insulter principalement. La pub, on était obligé de la passer pendant la course. Les pubs, on est farci de loi. On n'avait pas le droit de passer 2 pubs à moins de 20 minutes d'intervalle. D'accord. On n'a pas le droit de faire le double écran où tu mets la pub en haut et tu remets la course en petit. C'est une loi aussi ? C'est une loi. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est comme ça. Loi, mais c'est la loi. Et si tu veux, et nous, on se fait défoncer parce que mais pourquoi tu mets la pub là ? Tu pouvais pas la mettre. Il y avait un drapeau rouge tout à l'heure, vous pouviez pas mettre les 2 pubs d'affilée. Non, on n'a pas le droit. Vous mettez les 2 écrans. Non, on n'a pas le droit. Sauf que nous, on nous interdisait de répondre ça à l'antenne. Ouais. Ce qui est dans un sens normal. Oui, évidemment. Parce que tu fais il fallait pas en faire un sujet. Mais du coup, c'était frustrant parce qu'on se faisait déglinguer pour ça alors qu'on y était pour rien. Après, la pub, c'est quelque chose. T'as toujours le coup de pas de bol. Hein. Tu là il se passe rien, machin, non il s'arrête pas, bon on prend la pub maintenant, on prend la pub, allez dans safety car. Safety car pendant la pub. Tu fais, évidemment, alors on a eu des coups de chat, on a eu des coups de pas de chat, mais voilà, c'était compliqué. Faut savoir que nous on se creusait vraiment, on le vivait mal la pub parce que on voulait vraiment offrir la meilleure expérience aux téléspectateurs et que des fois même avec la meilleure volonté du monde, on pouvait pas deviner ce qui allait se passer quoi. La pub c'est vraiment un truc, moi je me souviens. Tu sais que moi j'ai grandi avec la pub. Ouais. Donc pour moi c'était normal. Mais non, mais moi aussi. Mais moi j'ai grandi avec le jeu Top Position. Exactement. Et j'ai lancé le jeu Top Position dans ma vie. Après il a changé de nom, mais la première année on a lancé le jeu Top Position. Top Position. Ouais. C'était Christophe Malvran qui le faisait à l'époque. Top. Ah oui c'est ça. Allez, attention, dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer au jeu Top Position. Vous avez à gagner une Clio RS d'une valeur de 15 000 €. Pour ça, il faut répondre à la question. Donc j'avais un papier à lire. Après, je recevais la question par SMS. Je vous donne l'envers du décor. Hop. Donc il y a un mec entre-temps là des partenariats qui m'avait envoyé la question, qui est actuellement en tête du Grand Prix. Pour jouer, je revenais à mon papier. Pour jouer, rien de plus simple. Vous devez envoyer le 36 machin. Envoyer le code poste votre réponse par SMS. Fallait que je donne le coup. Bonne chance à tous. Top. Bonne chance à tous. Et en général, après, on lance la pub. T'imagines déjà la longueur du jeu. Et après, t'es obligé de lancer la pub. T'as pas le choix. Non, mais les souvenirs que tu viens de me sortir là. Génial. Oh là là, moi je regardais, tu sais, Jean-Louis Moncé. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, mais j'avais beaucoup la pression. Déjà, je voulais pas décevoir Marion, je lui ai jamais dit. Ouais. Bon, je pense qu'elle regardera pas cette vidéo, mais je voulais pas la décevoir. Ça, c'est un truc qui m'a souvent suivi. Je lui dois tellement que je voulais pas la décevoir. Je voulais pas non plus décevoir mes chefs à TF1. Donc voilà, mais d'un autre côté, j'ai toujours considéré que j'avais fait le job. J'ai jamais eu le sentiment que j'avais déçu. Et puis je l'ai fait à fond jusqu'à ce que l'aventure s'arrête. T'aimerais refaire la F1 ? Oui, mais je ne verrais pas faire des saisons complètes. Souvent à l'époque, tout le monde me disait, vous n'êtes pas dégoûté de ne pas faire toutes les saisons ? Surtout pas. Moi, déjà à l'époque, je jouais des enfants. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon. Non, je me tire pas 24 Grands Prix hors de question. C'est un rythme de malade. Hein. Ouais, mais c'est une autre vie. Mais après, c'est une vie qui convient bien à ceux qui le font. Moi, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et puis après, je l'avais déjà à l'époque. Je l'aurais encore plus. Il y a un autre truc que j'aimais pas qu'on fasse, c'était la comparaison avec Julien. Ok. Febro, qui commente la Formule 1 sur Canal+. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Un grand black, hyper beau gosse. Non, mais moi Juju c'est un ami. J'ai une admiration pour lui. Et je voulais pas qu'on compare parce que j'estime que c'est comparer ce qui est pas comparable, quoi. Ouais. Autant. Je vais avoir la prétention de penser que je suis un des meilleurs designers de casques. Autant je n'ai pas la prétention de penser que je suis un des meilleurs commentateurs. Le meilleur, c'est lui. Tout le monde le sait. Ça sert à quoi de comparer une Ferrari avec une Peugeot, tu vois. Alors, je ne veux pas me fâcher avec Peugeot, mais voilà, c'est pas la même gamme. Moi, j'estime que Julien et moi, c'est pas la même gamme. Donc à quel moment tu compares ça ? Et j'aimais pas qu'on compare. Mais puis même l'exercice n'était pas le même. Étant donné de la cible. Pas le même. On nous demandait pas de commenter de la même façon. J'allais pas sur tous les grands prix. Mais pourquoi vous comparez ? Mais t'en as souffert de ça ? C'était. J'en souffrais parce que souvent quand on me posait la question, je sais très bien où ils voulaient en venir, quoi.
Donc j'aimais pas parce que c'était mettre en évidence que j'étais moins bon. Oui, mais je le vis très bien. Hein. Okay. J'ai roulé avec Romain Grosjean, donc je sais très bien que je suis pas le meilleur pilote. Il était meilleur pilote que moi et je suis très heureux de le dire. J'ai été en cabine voir Juju commenter plein de fois avant de savoir qu'un jour je commenterais la F1. Je l'ai vu commenter, je savais très bien que ce qu'il faisait, je saurais pas le faire et je suis très heureux pour lui et je suis très fier de lui et c'est le meilleur du monde. Et estimons-nous heureux en France d'avoir un super commentateur. Ça sert à quoi les comparaisons, c'est relou quoi. Déjà quand t'estimes que t'es aussi bon qu'un autre, c'est relou qu'on te compare. Mais alors quand c'est comparé avec un mec qui évidemment est meilleur que toi, flemme quoi. Ouais, je comprends. D'ailleurs pour le coup, Julien n'en rate pas un. Je sais pas comment il fait. Je sais même pas si. Enfin, c'est un rythme de fou quoi. Ouais, mais je pense qu'il aime ça. Il a une vie qu'il a toujours articulée autour de ça. Ouais. Il est puis il vit pour ça. Moi, je pense que Juju, il s'y connaît même peut-être mieux que certains consultants. Il est exceptionnel, il est excellent. On a la chance d'avoir un commentateur qui a dévoué sa vie à la F1. Ouais, qui est un ambassadeur. Aujourd'hui, je pense pas me tromper en disant que Julien, son métier, c'est pas commentateur sportif d'abord et la F1 après. C'est la F1 d'abord et commentateur sportif après. Parce que là où je veux en venir, c'est que je pense pas trop me tromper en me disant que si un jour il doit changer de métier, il doit arrêter de commenter la Formule 1, il continuera à bosser dans la F1 plutôt qu'il fera du commentaire sportif dans un autre sport. Tu vois il incarne la F1 en France, c'est le visage de la F1 en France. Mais il incarne la F1, il est la F1 en France et on a de la chance d'avoir un bel ambassadeur comme lui parce qu'il est passionné, il roule aussi, ça montre bien à quel point il aime ça. On parlait de la passion tout à l'heure, je pense que lui la passion il l'a aussi de ouf. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'adore, hein. Je dis pas ça parce qu'il a mis le feu à mon mariage, mais au sens propre. Ah bon ? Ah bah oui, non mais j'ai une belle bande de débiles autour. Hein. T'inquiète pas, il y a pas que Romain Grosjean qui sait foutre le feu partout. Hein. Oh putain. On n'est pas la Team Fire pour rien. Okay. T'as jamais fait de casque pour Julien ? Ah si. C'est vrai ? Ah bah j'ai fait tous ses casques. Ah ok. Ah ouais, c'est vrai. Si. Okay, je lui ai fait tous ses casques. Il a roulé dans la F1, dans l'Alpine, c'est moi qui ai fait son casque. Ok. Là, quand il a fait la course de Porsche au Mans, je lui ai fait un casque hommage à Jackie X. Bah si, je lui ai fait ses casques à Juju. Okay. Encore heureux, puis il a plutôt intérêt à m'appeler, hein, sinon j'avoue, la question est bête. Non, mais il y a beaucoup de gens, c'est moi qui m'ont dit, qui m'ont lancé pensant que comme on avait tous les deux commenté de la F1, il y en a plein qui m'ont lancé en mode vous devez être concurrents et tout. Ah, mais tellement pas, on est potes. Si tu savais, moi, comme voilà. J'avoue. Je me considère pas comme un commentateur de F1 de toute façon à la base. Ouais. Je me considère comme un commentateur de sport automobile. Et j'ai commenté de la F1 au même titre que j'ai commenté de la NASCAR, de Le Mans. C'est le highlight, tu penses quand même ou pas ? C'est pas mon highlight. Ouais. Non, je suis très fier de l'avoir fait. Je suis très fier de l'avoir fait comme je l'ai fait. Je suis très fier d'avoir su rester à ma place et de ne pas avoir essayé de ne pas m'être enflammé à vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre, à me prendre pour quelqu'un de non. Mes gros highlights, je suis très fier d'avoir commenté de la NASCAR parce qu'à l'origine c'est ce que je voulais faire, donc j'y suis arrivé. Le truc que je vais me battre le plus pour faire le plus longtemps possible, c'est les 24 heures du Mans. J'ai quitté Eurosport pour aller à l'équipe juste pour les 24 heures du Mans pour être sur place. Et si demain, ils le savent, si demain les 24 heures du Mans ne sont plus sur l'équipe et vont sur une autre chaîne, si j'y arrive, j'essaierai d'aller sur l'autre chaîne qui diffusera les 24 heures du Mans sur place. C'est ton épreuve de cœur ou vraiment Ouais. Okay. Ouais. Au même titre que la NASCAR, hein, directement, si demain une autre chaîne diffuse la NASCAR, on essaiera d'aller commenter la NASCAR là. Ouais. Je comprends. Ça pas alors que bon, s'ils enlèvent la Formule I, globalement. Non, j'aime bien la Formule I. C'est vrai que tu commentes la Formule I aussi. Ouais, mais j'aime bien. En plus, je suis salaud de dire ça parce que j'aime bien la commenter. Mais je me suis bien pris au jeu. Mais voilà, c'est pas ce pourquoi à l'origine je fais ce métier. Formule I, ça va être pas mal. Je vais faire mon premier e-prix là, ce week-end. À Monaco ? Ouais, ça va être sympa, je pense. Ça va être top. Ouais. C'est honnêtement, ils ont bien. Il y a eu un petit moment où là j'ai eu un peu peur et là c'est cool. Là, c'est très très cool cette année. Ils ont une très très belle année là. Ouais, puis j'ai envie de voir ce que ça donne en termes d'expérience aussi. Ouais, l'expérience autour est top. Après, le truc c'est que là, on sait déjà qui va gagner, donc c'est Jean-Éric Vergne avec DS, mais Stellantis, ils sont forts, Monaco. Attention. Nissan, Roland, très fort aussi. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Oliver Roland avec Nissan parce que je sais ce qu'ils font et très très fort. Mais Stellantis, normalement, un petit Vergne, un petit Van Dorn, ça peut être pas mal. J'ai un plateau avec justement Jean-Éric et Stoffel, avec d'autres créateurs, avec Hydro et des Piello. On va faire des duos là. Tu connais pas, non ? Premier degré, je suis fasciné par ce monde des créateurs de contenu. C'est vrai ? Parce que je pense qu'indirectement, c'est un truc que je sais pas faire et que j'aurais adoré faire. Non pas créer des contenus comme vous le faites, mais moi j'aurais voulu créer du contenu sur les casques.
Ouais. J'ai trop de contraintes, déjà le manque de temps, mais même j'ai trop de contraintes qui fait que je pourrais pas le faire. Genre de secret, enfin de. Ah mais quand j'ai fait le GP, Ouais. Explorer, ils m'ont tous dit mais mec, crée une chaîne Twitch, fais des casques en live et tout. J'ai pas le droit, trop de contraintes contractuelles. Enfin. Ouais. Et après j'aurais pu enregistrer et diffuser après la sortie des casques, mais je pense que même là, ça serait compliqué. Mais il y a un truc à faire avec les casques quand même. Au niveau du contenu, c'est très intéressant. C'est dingo, mais même moi sur la créa, bon après il y a des secrets de prod qu'on n'aurait pas forcément envie de montrer, mais même sans ça, il y aura des trucs de ouf à faire, mais pas le temps, et puis compliqué, et puis je pense que je ne sais pas faire. Pour avoir côtoyé les meilleurs créateurs de contenu au GP, je comprends que c'est un truc que je saurais pas faire. C'est un nul. Qui s'apprend. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a un peu fait flipper de le faire le GP, parce que je dis les gars, c'est pas mon monde, hein. Ouais, mais c'est un truc qui s'approprie. C'est proche quand même, tu vois, il y a des trucs qui se croisent avec le... Ouais, alors après, oui, mais après, le reste. Enfin, moi j'étais dans un rôle où on me demandait pas d'être un créateur de contenu, donc c'est pour ça que ça s'est bien passé. Bien sûr. T'avais fait lesquels? Sur le deuxième? Ouais. Sur le deuxième, j'ai fait Anna et j'avais fait Gotaga pour Red Bull en sous-traite. Ok. Propre. T'avais aimé? Faire les casques? Ouais, le GP c'était différent ou... moi j'ai surtout aimé bosser sur le GP. Ah ouais? Ouais, pour la petite anecdote, petite parenthèse, la première année, il m'avait appelé plusieurs fois pour le faire, je l'ai pas fait. Ensuite, TF1 m'a appelé pour qu'on le diffuse. Je crois que tu es au courant. Ouais. Et du coup, là j'ai dit oui. Et après, finalement, ça s'est pas fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, là c'est dead. Parce qu'à l'époque, ils avaient bien capté que je leur avais dit non, mais quand c'était TF1 qui m'avait demandé, j'avais dit oui. Ils avaient bien capté quand même. Donc je me suis dit, là je viens de me griller. Et puis finalement, ils ont été cool. Ils m'ont rappelé la deuxième année. J'ai dit oui. Parce que j'ai vu la dinguerie la première année. J'y suis allé un peu. La dinguerie, c'est ça. J'y suis allé en me disant. Putain, c'est pas mon milieu, mais par contre, ça m'a tiré à mort. Et ça a été une des meilleures expériences pro de ma vie. Et perso aussi, d'ailleurs, tout ce qu'on a vécu pendant 4 jours. C'est n'importe quoi, ce truc. Mais même, les 4 jours, les rencontres. J'ai rencontré des gens super que je connaissais pas, Étienne Moustache. Et tout. J'ai rencontré des gens extraordinaires, même derrière la prod et tout. Ça a été. Puis l'ambiance, 4 jours exceptionnel, je ne regrette absolument pas, je regrette juste de ne pas l'avoir fait la première année et ça a été une des meilleures expériences professionnelles de ma vie et je le dis ouvertement. Il y a beaucoup de réfractaires dans le milieu de la télé qui me disent non mais tu peux pas dire ça. Ah si gars, je le dis, j'ai kiffé, meilleure expérience pro de ma vie et si un jour j'avais l'opportunité de revivre un truc comme ça, j'y vais mais direct. Ouais, même de l'extérieur, c'était une dinguerie, honnêtement. Tu vois l'ambiance, le Mans dans cette effervescence. C'est n'importe quoi. Il est 6h50 du matin. Il fait nuit noire. Ce jour-là, il a fait chaud, mais là, il faisait encore un peu froid. Je suis avec Maxime Martin, qui commente beaucoup de motocross, qui est connu, mais qui est là, bossé nous derrière à la Real. Je suis avec Maxime, on discute, un peu en mode qu'est-ce qu'on fout là, il est tôt, hyper tôt. Et là, d'un coup, on entend un brouhaha énorme dans le noir. Et on voit une marée humaine qui remplit les tribunes en 3 minutes, 4 minutes devant nous. Ah, c'est une folie. Il fait nuit, c'est l'attaque des zombies, le truc. C'est que des scènes surréalistes comme ça. Et là, il est 6h58 du matin. Et rien que devant nous, on a déjà, 7-8 000 personnes. Parce que la tribune est pleine, et donc t'en avais, 30 000, 50 000 autour du circuit, Je sais même plus, mais c'était... Et là, tu regardes le truc, tu dis, mais il se passe quoi? Ouais, c'est fou. Mais dingue, avec des holas et tout. Mais la gifle était plus grosse sur le premier que sur le deuxième, parce qu'on s'attendait à rien. Alors que le deuxième était dingo, et puis que la course du deuxième a été moins ouf. Mais la course du premier était complètement folle en plus, avec le top 2 à la fin là. Mais non, l'événement était fou, mais c'est cool et c'est intéressant que tu dises que c'est justement peut-être une de tes meilleures expériences. Ah ouais, mais c'est une des meilleures. C'est une des meilleures, et si je devais y retourner, j'y retournerais les yeux fermés. J'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était différent, c'était très 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 bien fait, très bien réalisé. Et puis en fait, t'es entouré de gens qui aiment ça. Je sentais que tout le monde, le personnel jusqu'aux participants, tu sentais que tout le monde avait envie d'être là, tout le monde avait envie de le faire. Moi, j'avais la chance de loger au même hôtel que les pilotes, donc j'ai rencontré des gens top. On a bu des piments avec SCH le soir. C'était flambant. En même temps, il y avait tout. En fait, il y avait tout pour que ça soit. Il y avait tellement une bonne vibe, tellement une bonne énergie. Puis l'ambiance le soir, on mangeait. J'ai rencontré Bouzy, je le connaissais pas, super gars. Il y a Anna Honner nous a fait des spaghettis bolognaises maison exceptionnels. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais je parlais de tout le monde. Povana, j'en avais pas. Je bois ses paroles. Povana, j'en avais pas encore parlé, donc. C'est bon. Voilà. Bon, pour parler des casques, ça te dérange pas si je touche? Non, tu peux le toucher, celui-là, t'as le droit. Celui-là, non. Si, celui-là, t'as le droit aussi.
Bon, t'es designer de casque, on en a parlé. Ouais. Est-ce qu'avant de commencer, tu veux vite fait parler un peu de ces deux casques? Ouais, alors celui-là, c'est Romain Grosjean en 2014. Il a fait le Canada. Et c'est un bon souvenir parce qu'en fait on avait tourné un petit reportage sur les peintures de casques et en fait on avait fait le peintre de casque et moi on avait fait 2 casques et moi j'en avais peint un et le peintre avait peint celui-là donc on avait fait un comparo. Et pour la petite anecdote on a commencé et là mon pote Laurent Rex qui tournait m'a dit non arrête, faut qu'on recommence, tu y arrives trop bien. Alors ma peinture était pas ouf mais je passe tellement de temps avec eux que je savais quand même comment ça marchait et donc on a recommencé. Bon, c'est une petite anecdote, mais du coup, je suis allé sur le Grand Prix du Canada en 2014, et donc c'est un casque qu'en plus j'ai vu rouler. Et il te l'a donné, du coup, il a roulé. Il me l'a offert, il me l'a offert. Incroyable. Et celui-là, alors en fait, je me suis cuté parce que je vous ai amené 2 casques en me disant, je voudrais vous amener les casques qui ont 10 ans d'écart. Ouais. Théoriquement, celui-là, je l'ai récupéré en 2024, mais il a fait Bahreïn 2023. Ouais, 2023, non, c'est 2023, pas 2024. Ouais. Mais j'ai récupéré en 2024, mais c'est le Bahreïn 2023. Il a fait le premier. Très beau celui de Charles. Ouais. Ouais, non, il est cool. J'ai toujours aimé les casques de Charles parce qu'on avait déjà atteint en 2023 un petit syndrome de pureté. Et puis depuis 2025, on a en plus le côté iconique avec le rouge et blanc que moi je voulais qu'il ait en permanence. Donc c'est les casques dont je suis le plus fier en F1. Ceux de Charles ? Ouais. Ok. Honnêtement, mais tu sais, en fait, tu vois, le casque, c'est fascinant, je trouve, comme objet, tu vois. Mais c'est ça qui fout. Vraiment, c'est. Je vois que ça fascine les gens. Et complet. C'est un truc de fou. Je te dis, moi, j'aurais pu me retrouver dans des dîners de cons les mercredis soirs, parce que tout le monde se fout de ma gueule pour ma passion des casques. Tout comme me retrouver là, dans les meilleurs contenus YouTube, à en parler, c'est juste dingo, quoi. Rien que cette année, j'ai fait Fun Radio, Énergie, France Inter pour aller parler de casques de F1. Tu te dis, mais c'est juste fou le délire, quoi. Je te dis, moi, je le vois, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns des mini, tu vois. J'en ai quelques-uns signés, tu vois. Mais honnêtement. Genre c'est un kiff, tu vois, juste de l'avoir. Bon, ceux qui sont signés, c'est encore plus de valeur. Mais c'est vrai que c'est un objet, tu vois, c'est un objet un peu totem parce que voilà, c'est tellement important, c'est tellement caractéristique du sport au-delà du reste. Mais du coup, tu designes pas que des casques. Non, je fais les voitures aussi. Non, mais dès le début, je me suis mis à faire tout ce qui avait besoin d'une déco, je le fais. Donc, je peux faire des voitures, je peux faire des camions, je peux faire les avions. Les avions. J'ai fait les avions de la Race pendant des années. J'ai vu. Jusqu'à la fin. J'ai fait des motos. La moto avec laquelle Nicky Hayden a gagné le Superbike, c'est moi qui l'avais faite. Je peux faire les panneaux de stand aussi, des trucs moins glam. Les panneaux de stand, les fringues pour le team, au-delà des combinaisons. Je peux faire de tout en fait. J'ai même fait les machines pour la machine qui nettoie la piste à Spielberg. Je l'ai faite pour Red Bull. Enfin, arrête. Ouais, il y a des décos improbables. Dès qu'il y a besoin d'une déco, on me demande. Comment on devient designer j'allais dire de casques. Alors, il y a deux biais qui se sont rejoints. Le premier, c'est la passion des casques et les casques que je dessinais sur papier. Ouais. Et le deuxième truc, c'est un jeu qui s'appelle NASCAR Racing 2003. Okay. Où tu pouvais faire tes décos sur Photoshop à l'époque. Et donc je m'étais mis à... Et en fait le fait de se mettre à faire des décos sur ordinateur, c'est la fusion de ces deux passions, en tout cas de ces deux occupations. C'est-à-dire que d'un côté j'adorais dessiner des casques pour mes potes, ça on en a parlé depuis que je suis gamin, et de l'autre côté j'adorais faire mes décos de NASCAR sur ce jeu-là, via Photoshop. Et c'est comme ça que quand il y a eu le concours du casque de Franck Montagny pour Le Mans chez Peugeot, c'est comme ça que j'ai dit, c'est quoi moi le cas, je vais le faire sur Photoshop comme si je dessinais une déco de NASCAR. Et c'était les débuts de Facebook et donc j'ai gagné le concours et j'ai posté le cas sur Facebook. Et c'est là que tous mes potes du sport auto qui se mettaient sur Facebook ont vu ça et m'ont demandé la même chose. C'est comme ça que j'ai lancé le business. Et le premier casque ? C'est Franck Montagny. D'accord. Frankie Bigood, dont j'étais fan quand j'étais jeune. D'accord. Mais je suis toujours fan de Franck, hein, attention. Si t'es fan de Franck Montagny un jour, tu l'es toute ta vie. Ouais, j'imagine. Non mais c'est vrai. J'étais à côté de lui dans l'émission qu'on a faite avec Canal, c'est. Il le sait. Je comprends comment tu peux être fan de Franck. Il le sait, je l'adore. Hein. Je suis fan du mec. J'adorais le pilote, mais j'étais surtout fan du mec. Ouais. Tous les mecs qui sont un peu originaux, qui cassent les codes, moi j'aime bien. Ouais. C'est bien mon délire. Surtout la F1 que je trouve trop aseptisé. Ah oui. J'adorais. Il apporte un vrai truc, Franck. De ouf. Hein. Un vrai truc. Au-delà justement de son background. Il faut plus de gens comme lui, malheureusement ça n'existe pas. Donc le premier casque c'est lui. Le premier casque c'est Francky, ouais. Et t'enchaînes après les commandes. Ouais, alors après j'enchaîne, je peux pas te me rappeler. Romain Grosjean peut-être. Non, mais en fait, entre temps, il y a Francky en 2008 où je gagne le concours en 2008. Ouais. Et après, j'en fais quand même comme ça, un peu à la volée. Moi, je suis étudiant, donc je fais ça un peu à la volée, sous la table pour payer mes études, quoi. Et après, je lance ma boîte et là, par contre, très vite, j'ai Romain, ouais. C'est ton premier client ?
c'est pas le premier client de ma boîte, mais il arrive très vite. Il arrive 3-4 mois après que j'ai créé ma boîte. Encore Romain Grosjean. Ouais, en fait, Romain, on est juste après sa première phase F1 chez Renault. Il vient de quitter Renault, il retourne en AutoGP. Et moi, j'arrive vraiment, en fait, à ce moment-là, je viens de créer ma boîte. Il m'appelle d'abord, je crois, pour un logo, un site web. Il voulait que je fasse un coup de main sur ses communiqués de presse. Et après, donc, c'est même pas le casque à l'origine. Il me contacte même pas pour le casque. Il m'appelle pour du graphisme global parce que moi, je vends une presta de graphiste. Un peu en tout genre. Mon tout premier job sur ma boîte de design, c'est même pas un casque, c'est une Seat Leon Copa pour mon pote Sacha Botman, tu vois, donc rien à voir. Donc ça a été le tout premier client de ma boîte. Ok. Et le premier casque, ça se passe comment? Alors le premier casque, en fait, je crois même que pour Romain, c'est moi qui lui ai proposé. Ouais. Et oui. En fait, il me contacte pour son logo, pour son site web, pour ses communiqués. Ouais. Et on discute et je l'entends parler qu'il y avait Stylo, une marque qui venait à l'époque de lui proposer des casques gratos. Et il me demande, et je crois qu'il me demande si je connais un peintre. Et je crois que c'est moi qui lui dis, mais mec, arrête, attends. Je suis là. Enfin, vas-y, mais je te fais le design là, t'es ouf ou quoi? Enfin, ça vient comme ça. Et en fait, derrière, les casques de Romain, par contre, m'ont apporté beaucoup. Ouais. Parce que derrière, il passe chez Bell, donc les casques qu'on voit là. Et en fait, il y a un peintre qui s'appelle Aéromagique dans le sud qui me contacte, qui est le peintre de Sébastien Loeb, et qui me dit voilà, moi j'aimerais faire les casques de Romain, je suis sûr qu'il reviendra en F1, donc je voudrais faire un partenariat. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, je lui dis écoute, on va faire un truc simple. Je me démerde pour que tu aies les peintures de Romain, et en échange, tu me files les designs de Sébastien Loeb. D'accord. Voilà comment je me suis retrouvé en à peine un an de boîte à faire les casques de Sébastien Loeb. C'est vrai que c'est incroyable parce que tu vois, c'est une question que je voulais poser, mais c'est hyper dur pour quelqu'un de l'extérieur qui aurait pas le réseau que toi t'avais entre guillemets. Ouais. Pour se lancer, avoir son premier client. Ouais, bah après moi c'est ce que je leur dis, il faut aller sur les circuits. Faut se vendre un peu, aller rencontrer les gens, serrer des mains, dire ce que tu fais. Faut aller sur les circuits, rencontrer les gens et créer les opportunités. Ouais, parce que l'une emmène l'autre, quoi. Moi, j'ai eu de la chance de connaître des gars du. Ah, mais c'est pas une question de chance, c'est une question de réseau. Au-delà de ça, je vais beaucoup sur les circuits, même encore aujourd'hui. Bien sûr. En boîte de design, je suis pas là à poster des trucs que sur Instagram. Il faut aller sur les circuits, voir les mecs. Évidemment, il n'y a pas de. Il faut aller dans les remises des prix, rencontrer là où les pilotes sont. Il y a rien sans rien. Et puis tu le disais, il y a de la concurrence en plus. Il y a de la concurrence. Ouais. Donc, je me retrouve à faire Loeb. Et puis derrière, moi, j'ai démarré ma boîte en 2010. Derrière, en 2012, Loeb a créé son écurie, m'a demandé de faire les décos. Et en fait, il fait le Grand Prix de Pau en Porsche Cup. Je me souviens très bien. J'y étais. Et avec une Porsche, 2011, non 2012, peut-être 11-12. La Porsche. Il gagne d'ailleurs, il fait la pole. Ouais, la Porsche PlayStation Red Bull. Ouais. Et en fait, il me dit tiens, il y a un mec de chez Red Bull qui va t'appeler pour la déco. Et puis c'est comme ça que je rencontre Red Bull et que je me mets à bosser avec Red Bull. Incroyable. Et tout ça se passe en 2 ans. Donc Sébastien Loeb, Romain Grosjean, Kevin Magnussen. Pierre Gasly, ça vient bien après. Dans l'ordre, d'abord, il y a eu donc Romain Grosjean, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Entre-temps, j'avais fait du Neuville, j'ai fait beaucoup de stars du rallye via Red Bull. Ouais. Et après, j'ai fait un certain Max Verstappen entre-temps. Qui ça? Max Verstappen, qui à l'époque est un jeune qui brille en F3. Ouais. Et je reçois un mail en me disant ouais, on va prendre Verstappen dans le Junior Sim, c'est ultra confidentiel. À l'époque, en plus, je commentais la F3, donc j'avais l'info, mais je l'ai pas donné à l'antenne. Et on me dit voilà, fais un casque pour Verstappen. Et je vais à Austin derrière, je le vois, il est là, donc je vais y parler. On sympathise et j'ai fait ses casques pendant 4 ans. Ah ouais. Ouais. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que il voulait plus que je signe les casques derrière et pour autant il voulait pas payer, donc toi tu signes toujours? Moi j'ai toujours un petit logo avec le peintre, tu vois, on a nos petits logos derrière qui sont là, c'est de la signature, c'est le principe, évidemment c'est pas ce petit logo là qui est caché derrière le hand qui fait de la pub, mais c'est le principe. Et en fait qu'il enlève le logo, à l'époque je l'avais pas très bien pris parce que j'ai dit mais vous allez me payer, il me dit ah non, c'est une chance pour toi de faire des casques en F1. Ok. Je lui ai dit en toute bienveillance, je lui ai dit d'aller se faire cuire le cul à son manager là. Et j'aurais peut-être pas dû à l'époque. Non mais en plus je l'avais envoyé chier. J'avais dit mais tu crois où toi? Même si je savais que ça allait être un grand champion, je dis mec, je travaille quand même. Ouais, bien sûr. Tu vois. Faut respecter. Enfin, je passe du temps pour toi. T'es en train de me dire que tu vas pas me faire de la pub, que j'avais plus le droit de poster mon travail sur les réseaux. Ouais. Et en plus de ça, tu veux pas me payer, mais t'es un ouf. Donc j'ai refusé. Et le hasard fait que depuis, je me suis retrouvé à refaire pour lui. Je dirais pas lesquels. J'en ai fait quelques-uns pour lui. Payé. Bon, ça. Pas signé, mais payé. Non, après il y a eu. Faudrait que je retrouve dans l'ordre, mais après en F1 j'en ai eu d'autres avant Kevin. Il y a eu Pierre. Pierre, je crois que j'ai fait avant Kevin. Kevin, je l'ai fait quand il arrive chez As parce qu'il a vu le casque de Romain, que moi je l'ai rencontré sur les Grands Prix, qu'on a bien fité. Il cherchait quelqu'un. Je sais même pas s'il cherchait quelqu'un. Je sais pas si c'est moi qui ai proposé, mais en fait c'est que je me suis retrouvé à table avec lui dans le motorhome As et qu'on s'est bien entendu.
Kevin, on s'entend super bien, il est super cool, on a des enfants du même âge. Il est top, Kevin, c'est un super mec. Il a l'air. Derrière, il y a eu Pierre. Alors Pierre via Red Bull, mais pareil, Pierre, on s'est rencontrés, on s'est marrés. J'ai quand même besoin moi d'avoir un petit lien humain avec les gars, quoi. Donc, tu puisses aller manger avec eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien, mais c'est exactement ça. Que le gars, à tout moment, on puisse faire ses casques ou aller boire une bière, quoi. Ouais, clairement. J'ai un peu le même truc. Donc c'est important. Moi, de toute façon, c'est un métier de passion. Donc j'ai du mal, moi, à bosser avec des pilotes avec qui je m'entends pas. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des. Sans dire les noms, forcément, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir des expériences où c'est hyper. Où c'est dur, Max Gunther. En Formule I, que tu vas voir. Chiant, enfin insupportable. Ah ouais. Je pense que c'est pas un méchant mec, mais avec ses casques insupportables. Et du coup, ça matchait pas. Mais ça se traduit comment insupportable dans le process? Jamais satisfait, pinailleur. Pour autant, voilà, jamais satisfait, quoi. Ok. Donc t'en as parfois qui vont te. Bah après, je comprends. Ah mais en soi, dans une certaine mesure. Non, mais lui, il était vraiment psycho. Et t'es en direct avec eux ou? Ouais, lui, j'étais en direct avec lui. Okay. Puis voilà, il s'y prend la dernière minute, il vient, il estimait que le monde devait s'arrêter pour qu'on fasse ses casques, parce qu'il avait oublié de s'organiser. Enfin non. Ouais, il y a deux gars avec qui j'ai vraiment pas fité, c'est lui et Dan Tictum. Ouais, wow. Ouais, Dan Tictum qui a eu des problèmes après, qui avait fait une dinguerie avec la safety car, je sais pas si tu te souviens, il avait disparu. Lui, moi j'ai fait ses casques insup. Et derrière, j'ai arrêté de faire ses casques. Et après, il me disait que tous les casques que je faisais, je copiais un peu ses casques. Ah, ok. Ouais, mais il a embrouillé tous les designers du monde. Ouais, mais lui, c'est un dingo. Lui, il est. Je crois me souvenir, il était avec Red Bull, je crois qu'il s'est fait sortir parce que. Ah ouais, moi j'ai arrêté avec lui quand je faisais via Red Bull. Ouais. C'est le seul pour qui Red Bull payait double pour les maquettes parce que je supportais pas et que je voulais pas faire ses casques. Ah ouais, ok. Et que Red Bull me disait personne d'autre veut faire ses casques, du coup on va te payer ce qu'il faut. Je me souviens d'un Tictum. Timbré. Odieux, mal poli. Parce qu'à la limite, Gunther était relou, mais il était poli et respectueux. Tictum, mal poli. Il parlait mal et tout. Ah ouais, non, mais lui. C'est les deux seuls qui me viennent. Après, à contrario, j'ai eu beaucoup plus de rencontres extraordinaires, hein, des super mecs. Ouais. Et là, du coup, derrière, il y a Yuki. Après, il y a eu Yuki, Pierre, Isaac. Isaac, j'avais parlé de son casque quand on avait fait le podcast. On avait parlé un petit peu parce qu'il y a les formules. Ouais, les formules mathématiques, ouais. C'était assez cool. La réflexion que lui il avait. Comment ça se passe pour les pilotes? Ils te font un brief, tu discutes avec eux. Alors, je travaille jamais sur carte blanche. Il me faut un brief. Donc en général, le pilote basique, le client standard qui me contacte, il a un formulaire à remplir, il m'envoie avec des photos de référence. Après, ça dépend. Romain, je connais tellement bien qu'il n'y a plus de brief. Ouais. À minima, il me faut les emplacements des sponsors. Moi, aujourd'hui, de toute façon, mon métier, c'est de jongler autour des sponsors. Hein. Ouais, c'est ta contrainte principale. C'est la contrainte principale. Et puis après, Charles, maintenant, je connais quand même assez bien ses goûts. Pierre aussi. À contrario, après, il y a des pilotes qui vont avoir des idées très précises. Isaac, je parle beaucoup avec Yacine, son père, qui je pense, aurait pu être designer de casque parce qu'il adore ça. Donc, t'appelles souvent. Ouais, non mais voilà, c'est propre à chaque pilote. Okay. Parce que typiquement, tu vois, Isaac, c'est Yacine qui gère. Okay. C'est pas Isaac en direct. Isaac, il est cool, mais je pense qu'Isaac, il est bien content que ce soit Yacine, il est à Donf. À contrario, Magnussen, il s'en fout. Magnussen, ses casques, il s'en fout, mais d'une force. C'est vrai. Il m'a quasi jamais fait faire de modif sur ses casques. Hein. Genre, il n'y a pas de retour. T'envoies une V1, c'est bon? Ouais, j'envoie une V1, il fait, ouais, c'est bon, vas-y, go. Okay. La seule fois où je lui ai proposé 2 designs, il fallait qu'il choisisse. Il a fini par demander à Mika de chez Bell en disant: t'aurais pris quoi, toi? Je vois très bien. Ah, ça m'avait blase de ouf. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Donc, non, mais parce que je me dis, en fait, il a le même cas depuis le karting. Ouais. Et je lui fais un cas stylisé un jour. Je fais: c'est pas mieux ça? Et il me fait: ouais, je sais pas. Et il regarde Mika. Et Mika, il fait: ouais, mais ça, c'est ton cas traditionnel, j'aime bien. Bon, vas-y, on regarde ça. Tu veux pas choisir? On branle. Ouais, tu vois, comme quoi il y a des profils différents. Donc ça vient de tout le monde. Ouais. T'as des mecs comme Max Gunther, je disais, qui sont donc complètement psycho sur leur casque. Et puis à l'inverse, t'as des mecs comme Yuki qui sont hyper cool, quoi. Ouais. Je te fais confiance. Ou Charles. Ouais. Charles, il est en mode. Alors Charles, des fois, il a des idées précises sur des trucs, mais globalement, il va me dire: mais moi, je te fais confiance. Mais avec Charles, par exemple, là, tu mets en. Parce que maintenant, il y a une identité, tu vois. Enfin, je veux dire, elle existe depuis un moment. Mais... Charles, c'est le pilote le plus facile avec qui j'ai bossé. Okay. Parce que il a quand même des idées. Des fois, il va me faire refaire. Hein, mais Charles, on a trouvé le parfait. Je pense que c'est pour ça que j'en suis aussi le plus fier. Ouais. C'est parce que Charles, on a trouvé le parfait équilibre entre lui, la dose d'infos qu'il doit me donner, et la liberté qu'il me laisse. Ok.
Et surtout cette année. Et là, on se promène là sur Charles. C'est du bonheur. Non, mais en plus tout est méga bien organisé avec Olivier Maernou là qui le gère. C'est vraiment cool. Et Charles, par exemple, t'es en direct avec lui sur le cas? Rarement. Ça, ok. Rarement. Ok, d'accord. Rarement. Alors on se croise. On s'est vu au Grand Prix Jules Bianchi l'année dernière. On était super contents de se voir. Mais non, parce qu'au début oui. Mais maintenant je le connais tellement bien. Je sais exactement ce qu'il veut. En début d'année on établit un brief. Puis après. Théoriquement, si on a bien fait notre job en début d'année, on a même pu à se voir et à se parler. Et l'année dernière, ça a été le cas. D'accord. Mais t'as des mecs qui arrivent avec des... Ou alors peut-être même tu le construis avec eux, mais tu sais, qui ont des DA, tu vois. Comme un Lewis qui a gardé sa DA tout au long, alors depuis tout petit, même s'il a beaucoup changé à un moment donné. Mais non, mais il y a la DA. Pierre, il a ce qu'on appelle le boomerang, c'est-à-dire qu'il y a la bande qui vient, qui passe, qui repart derrière. Ça, c'est un truc que tu crées avec lui ou c'est un truc qu'il avait déjà il l'a depuis ses premiers casques et c'est un truc que moi, mon job, c'est justement de le garder malgré les contraintes sponsors. Ouais. Charles, c'est le drapeau monégasque en soi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on en est arrivé à faire le casque rouge et blanc. Donc, ouais. Nous, on n'appelle pas ça des DA, parce que aujourd'hui, les casques, malheureusement, d'ailleurs, changent trop. Mais c'est des petits trucs iconiques qu'on essaye de garder, quoi. Je vais te demander si toi, t'es pour que les mecs ils aient un casque à vie, entre guillemets. Ah, casque à vie ? Ouais. Oui. Je suis contre. Je suis pas genre design iconique. Alors. Iconique pour certains. Si tu veux, moi, je fais pas partie de ces ayatollahs qui disent que le mec, il doit pas changer une seule ligne de toute sa carrière. Je trouve ça bien qu'il y ait des casques spéciaux, mais là, les mecs, on est en train de tuer le concept, quoi. Casques spéciaux à tous les grands prix, faut arrêter. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait vendre des mini casques, mais à un moment. Là, on tue le game, en fait. Là, si on n'était pas intervenu en début d'année, Charles, il avait 7 casques spéciaux sur les 7 premiers Grands Prix. Le casque rouge et blanc, là, tu le voyais pas jusqu'à Imola. Demande du pilote ou demande de l'équipe ou des sponsors, tout le monde? De tout. Ah, ok. Tout le monde y est allé de son petit casque, machin. Australie, il y avait ça. Après, Chine, on fait ça. Après, Japon, sans Grand Prix, machin. Monaco, course à domicile. Imola, course de chez Ferrari. Casque Suzuka. À Saoudi, et puis course de nuit. Et les gars, vous êtes des ouf ou quoi, là? Ouais. Et à un moment, il a fallu mettre il faut qu'on étale sur l'année. Là. Moi, je t'avoue, perso, je suis pas du tout pour le fait qu'on ait plein de casques différents. Je trouve ça insupportable. Ça perd tout le monde. Mais en fait, moi, je me fais insulter par des gens sur les réseaux sociaux parce qu'on change tout le temps les designs. Alors déjà, premièrement, ce n'est pas moi qui décide. Ouais. Désolé. Ouais. D'ailleurs, c'est pas moi non plus qui décide du style des designs. Moi, mon job, il est là pour retranscrire ce que le pilote veut. Mais alors, t'en as, ils sont contre les designs modernes avec des pointes. T'en as, ils sont contre les casques vintage. Ouais, mais déjà il faut tout, premièrement. C'est du pilote, donc respectons-le. Bien sûr. Et ensuite, c'est pas moi qui décide que le pilote change tout le temps, j'ai horreur de ça. Non, mais les gens penseront plus que ouais, mais c'est bon pour ton business. Mais gars, trop pas. Mais trop pas en plus maintenant, comme il y a les mini-casques. Le casque de Monaco de Charles, on l'a fait au mois de décembre. Ouais. Super, entre-temps, il y a eu 2 changements de sponsor. L'aileron, il a baissé derrière, il a fallu tout recommencer. Voilà. Moi, je te montre la version finale validée du casque de Pierre Gasly début janvier. Et je te montre son casque maintenant régulier toujours. En fait, il a fallu que je recommence le job. Ouais, c'est ouf. Non, moi, j'aime pas. J'avoue que moi, je suis OK avec un casque pour domicile, tu vois, une fois de temps en temps si t'as une OP, vraiment. Et 3. Champion du monde, tu vois. Si t'es champion du monde. 2-3. Parce que sinon, tu perds tout le monde, les gens. Enfin, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de cette époque, tu sais, 2012 ou 2013 ou quoi, où Vettel, il avait un casque. Je me souviens, il avait un casque par Grand Prix. Ouais, moi, ça me faisait péter les plombs. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. Pourquoi vous gardez pas vous avez pas je dis une DA moi, tu vois, mais tu vois, une identité. Lui, en soi, identité. En fait, mais le pire, c'est qu'en fait, il l'avait, Vettel. Ouais, bien sûr. Il avait les lignes là, la pointe qui part et qui revient là. Avec, il l'avait en plus sa DA. Ouais. Mais malgré tout, il changeait tout le temps. Mais il changeait quand même tout le temps. Je me souviens, il y a une année où il est en blanc, une autre où il est en machin. Mais cette année, moi, ça m'a particulièrement frustré parce que le hasard fait que les demandes des sponsors, les différents facteurs qui fait qu'on avait des casques spéciaux à faire pour Charles. Ouais. Au début. Tout était sur le début d'année. C'est la première année que je lui fais un casque iconique à mort et il va pas le porter avant je sais pas quand. T'es ouf ou quoi? Ouais. Donc ça m'a rendu un peu dingo. Mais non, mais là après c'est pas forcément de la faute que des pilotes. Il y a un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui ils ont besoin de beaucoup de casques pour les sponsors, pour tout un tas de raisons et ouais, on en est arrivé à ça quoi. Ça t'arrive de devoir en faire très vite?
Des casques genre demande-moi plutôt si ça m'arrive d'avoir le temps d'en faire un dans le délai normal. Non, mais je voulais dire en mode express, genre vraiment là il y a un truc qui se passe, t'es obligé de... Le plus express que j'ai eu, c'est le casque hommage à Antoine Hubert quand on perd Antoine à Spa. C'est un back-to-back. On est à Monza le week-end d'après et Pierre, qui est encore chez Arai à l'époque, veut porter un casque avec la déco de Antoine le week-end d'après. Donc on prend une coque de Charles, la coque, et on la peint avec la déco de Antoine, on la remonte et on l'envoie directement pour Pierre. Ok, tu prends une coque de Charles pour Pierre. On prend une coque de Charles Leclerc pour Pierre. Donc qui n'est pas une Arai mais une coque de Belle. Et on peint. Et là, moi je me souviens très bien, je crois que j'ai eu 2 heures pour faire le design pour qu'il soit peint ensuite dans la nuit. Ok. Voilà, c'est le plus express de mémoire que j'ai fait. Parce que là, j'imagine derrière t'as une essuie, il faut l'envoyer, machin, le temps que... Ouais, c'est vraiment en fait, c'est qu'en plus les casques, faut les envoyer pour le remontage. Donc ça, c'est long. D'accord. Et après, il fallait qu'il retourne à Monza, le casque, accessoirement. Ok. Wow. Là, c'est le plus express qu'on ait fait, je crois. Ça valait le coup. Ah bah oui, évidemment, oui. Il n'y a pas de meilleure raison. On s'était tous mis en 4. Il n'y a pas de meilleure raison. On s'était tous mis en 4. Après, moi j'ai eu la chance de bien connaître Antoine. Ouais. Mais voilà, après, j'estimais que ça valait le coup. Évidemment. Ouais. Et là, toi, tu as des contraintes au niveau de vis-à-vis des normes de sécurité qu'il peut y avoir sur les casques ? Moi, en termes de design, non. Mais le peintre ne doit pas dépasser les 30 grammes peinture, vernis, tout compris. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui. Alors, c'est pas que pour ça, mais c'est pour ça qu'ils vont mettre une seule couche de vernis, parfois, pour essayer d'alléger au maximum. Et après, c'est pas forcément pour le poids, mais ça aide bien. C'est que maintenant, tous les stylés. Non, il n'y a pas le bruit au micro. Tous les sponsors sont en sticker maintenant. Ok, ça change quoi ? Alors officiellement, pour toi ? Non, mais que ce soit en sticker. Ça change quelque chose dans le process ? Moi, ça change rien. Okay. Mais en fait, c'est parce que maintenant, il y a tellement de grands prix que les sponsors changent trop souvent. Ouais, bien sûr. Donc l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, sur un Grand Prix, Santander a été remplacé par Banque, je sais plus quoi, et même nous, on n'était pas au courant. D'accord. Wow. Ouais, non, c'est sûr que c'est. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais 24 Grands Prix, c'est devenu une usine à gaz. Ah oui, c'est très compliqué. Là, en 2014, cette année-là, il y a 8 casques par an pour le pilote de F1. Là, on est à plus de 20. Mais tu rigoles ? Non. Donc ça veut dire qu'il y a. Alors après, t'en as plusieurs qui ont la même déco, hein, mais attends, parce que là, je bug. T'as des contrats qui vont être entre 12 tu veux dire, ils changent le contrat, il va être entre 12 et 20 casques. Ça va pas être 20 décos différentes. Non, bien sûr, mais voilà. Ouais, tu m'étonnes que ça a du taf. Là, ça doit être 3 casques spéciaux par an. Là, on doit être à 9. Waouh. Question basique, je pense que tout le monde se la pose. Pas ta presta à toi, mais combien ça coûte un casque ? Un casque de F1 ? Alors après, ça dépend s'il a été porté ou pas. Le casque en carbone brut, il vaut 5000 balles à peu près. Ouais. La peinture vaut entre 1500 et 3000. Le designer vaut très cher. Non, mais un design, ça va être entre 4 et 500 euros. Et voilà, donc là déjà, on est entre 7 et 9000 euros, 7 et 8000 euros. Ouais, c'est ça. Et avant même qu'il soit porté. Donc là, je te parle parce que ça, c'est le prix pour un casque de F4, de F3. Ouais. Après, s'il a été porté, ça dépend par qui. Un casque peut valoir 20, 30, 50 000 euros. Les casques de Senna valent plus de 100 000 euros. Donc, ouais, j'ai passé un casque d'Hamilton il n'y a pas longtemps. Signé, porté. Il devait valoir plus de 100, 80, 100 000. Je connais pas la valeur. J'ai juste vu passer. Un Schumacher aujourd'hui, ça vaut en moyenne ça vaut 75 000 un Schumacher. Porté. Wow. Mais ça dépend s'il a été champion du monde ou pas. C'est incroyable. Je crois que c'est les années pas champion du monde, 75. Ouais. En même temps, c'est des objets iconiques. Enfin, vraiment, c'est iconique pour le coup. Tu les mets en déco chez toi ou dans ton bureau? Ouais. Ils sont dans mon bureau. T'en as combien? J'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir 8 ou 9. Pas que de F1, hein. J'ai un casque de Sébastien Loeb, j'ai un casque de Patrick Pilet qui a remporté les 24 du Nurb. J'ai mes casques à moi aussi, donc non, j'en ai quelques-uns, mais de F1, j'ai un Tsunoda aussi. J'ai le Tsunoda du Portugal 2020, qui est le dernier Grand Prix que j'ai commenté pour TF1. Donc, ah ouais, c'est beau. C'est un hasard. Le jour où il m'a filé son premier casque, enfin le premier casque qu'il m'a filé, c'était un Portugal 2020. J'ai fait c'est marrant. Putain, c'est ouf. Ouais. Ah ouais, en plus commenter, ça croise les deux. Course qui avait commencé sous la pluie, donc t'as la visière blanche, t'as la visière de pluie dessus et tout. C'était super. Il est top. Ouais. L'Inspi, tu la trouves. Alors tout le monde pense que plus j'en fais, parce que je fais 840 casques par an, ce qui est énorme. Donc tout le monde me dit mais comment tu fais pour trouver des idées? Mais en fait c'est comme un muscle. Donc plus j'en fais, plus j'ai des idées. Okay. Donc quand je reviens de vacances, c'est une horreur, je suis là, je tourne en rond, je sais pas. Et par contre quand je suis dans le speed et que je dois sortir 3 casques par jour, là j'ai des idées. Ouais. Incroyable ça. Ouais.
Ouais. C'est pas le. L'aspi, elle vient pas le process normal. Enfin, moi, je sais que si je fais trop, au bout d'un moment, j'ai plus rien. Ouais, alors que c'est l'inverse. Ah ouais, incroyable. Donc tu charbonnes. Ouais. Bon, ça m'arrive d'avoir des syndromes de page blanche sur des briefs un peu chelous, mais c'est rare. Et t'as des inspi hors motorsport que t'aimes? Inspi, ça peut venir de tout. Hein. Ouais. L'autre jour, j'ai vu un motif sur une serviette en papier au restaurant. Tu vois, donc je dis ça sur un casque, ça ferait pas mal. Ce qu'on appelle nous les patterns, en ton sur ton dans les formes. Ah, voilà. C'est ça la pizza que j'ai vue sur le. Exactement. Non, mais les inspi, elles viennent de tout. Ok. Elles viennent de tout. Donc. Alors, je me posais la question parce que c'est vrai que des fois tu peux dire bon, et je vais faire quoi tu vois. Ouais. Après t'as le brief, j'imagine qu'il donne plus ou moins d'indications. Toi tu refuses la carte blanche. Ah bah non, mais ça c'est le meilleur moyen de passer des heures sur un casque et de les mettre à la poubelle. Hein, ça... ouais. Et d'ailleurs à chaque fois que je l'ai fait, que j'ai cédé, que je l'ai fait, ça s'est toujours mal passé. Ouais. C'est quoi ton design préféré de casque de l'histoire? Le mien ou... Non. Ouais, un casque vraiment au-dessus du lot, je pense pas que j'en ai un. Ouais. Des casques qui m'ont marqué, pour moi, le début du design de casque tel que nous on le connaît, pour moi ça démarre par Nigel Mansell. Là on commence à vraiment avoir un vrai design de casque, un peu complexe, très bien réfléchi. Dès qu'il arrive, parce qu'il a jamais réellement... Enfin, le gars il a 10 ans d'avance par rapport, tu regardes ses casques quand il arrive début 80, fin 70-80, ces années de monoplace, je parle même avant la F1. Mais tu regardes, l'autre il a 10 ans d'avance par rapport à tout le monde. Hein. Tu vois ça à quoi? Bah, les lignes, il a plusieurs couleurs, il a des lignes un peu complexes, drapeau anglais redessiné, là où t'as des mecs qui avaient encore des casques unis accessoirement quoi. Ouais. Fittipaldi déjà était bien énervé niveau design de casque. Fittipaldi, tu compares, voilà, hein, à l'époque le design de casque ultime c'était Stewart. Donc non, il est propre quand même, il est cool. J'aime bien moi. Ah mais c'est très beau. C'est magnifique. Mais pour moi Nigel, il avait passé un cap, il a amené une nouvelle génération de design de casque. Après, j'aimais beaucoup moi dans les années 90 les casques de Roberto Moreno. Ouais. Qui lui aussi, c'est le peintre de Senna. Hein. Voilà, c'est lui qui avait aussi apporté, je pense que comme c'est Sid Mosca, c'est comme Fittipaldi, comme Senna, il apportait toujours des petits trucs un peu en plus. C'est vraiment un mec qui a été un des artisans du design de casque. Et puis après, dans les années plus récentes, il y en a eu. J'aimais beaucoup les casques de Raikkonen. Il y en a eu pas mal. J'aimais bien les casques de Barrichello dans les débuts des années 2000 parce que c'est un des premiers qui aussi savait mettre en valeur ses designs avec des accessoires, donc à savoir des visières de couleur, des bandeaux de visière un peu plus larges, des trucs comme ça. Et puis après, moi dans le casque que j'ai dessiné, j'étais assez fier de mon Leclerc 2022 quoi, parce que là j'avais fait ce fameux design iconique que je cherchais et j'étais d'ailleurs très frustré à l'époque que ce soit un one shot, donc je suis très content que ce soit son régular maintenant. Comment tu vois la suite là niveau globalement toutes tes activités? C'est une question qu'on me pose souvent et en fait si déjà j'arrivais à continuer tout ce que je fais, ça sera bien. Il n'y a pas un truc qui me ferait spécialement rêver. J'ai commenté tout ce que je voulais commenter, donc maintenant j'espère juste qu'on me poursuive le plus longtemps possible ce que je commente, principalement Le Mans et la NASCAR. Et après en termes de design, c'est un milieu qui évolue beaucoup, il y a beaucoup plus de demandes, donc là on est plutôt dans le mode faut essayer entre guillemets de survivre et de garder un peu, réussir à continuer à faire ce qu'on fait et de pas tomber trop dans l'industrialisation et dans le manque d'humain, parce qu'aujourd'hui je le disais, il y a un énorme design, le nombre de casques spéciaux, le business autour des mini casques, ça peut flinguer un peu nous on est encore des petits métiers d'artisanat et on est un peu le côté cool, on a des relations cool avec les pilotes. Et si on tombe dans cette espèce d'industrialisation du design où c'est Intermarché, on prend, on jette, le pilote ne parle pas au designer parce qu'il n'a pas le temps, j'aimerais qu'on tombe pas là-dedans. C'est un petit peu malheureusement, j'ai l'impression ce qui s'enligne pour à peu près tout. Hein. Alors oui, mais aujourd'hui les casques sont des pièces uniques qui sont peintes à la main par des peintres et tant qu'on arrive à sauver ce côté un peu de la valeur ajoutée que nous on amène, on arrivera à sauver ça, mais c'est pas facile. Quel conseil tu donnes à un jeune qui voudrait devenir designer, potentiellement de casque, mais designer, pilote et commentateur? Pas les trois forcément ensemble, tu vois. Non, parce que tu connais, t'as quand même. Non, mais deux métiers. Pilote, il y en a d'autres qui l'ont bien expliqué. Ouais. Faut des moyens. Pas trahir de secret. Donc après, si t'as des moyens, est-ce que ça dépend de la hauteur des moyens. Est-ce que t'as les moyens pour aller faire du GT? Dans ce cas-là, vise tout de suite les 24 heures du Mans. Essaye pas d'aller en F1 si t'as pas les moyens de faire de la F3, de la F2. Voilà. Non, devenir commentateur. Au-delà des écoles de journalisme, aller sur les circuits.
allez rencontrer les speakers. Les speakers sont des gens formidables, passionnés. Anthony Drevet vous laissera rentrer bien volontiers dans sa cabine. Il n'y a pas de problème. Les autres aussi, mais voilà. Allez rencontrer tous ces gars-là parce que allez rencontrer Bono Vandesti commence et vous apprendrez beaucoup, ne serait-ce qu'en parlant avec eux et en les regardant travailler. J'ai jamais vu un speaker refuser qu'un passionné vienne voir comment il travaille. Jamais. Moi, c'est comme ça. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai démarré en allant voir les speakers dans les cabines. Donc, pour le commentateur, commencez par là. Et puis voilà, après il y a toujours des radios amateurs où on peut se faire la main, mais fréquenter. Il faut aller à la rencontre du métier. Ouais. Et puis pour le design de casque, c'est un peu pareil. Alors aujourd'hui, tombez pas dans le piège, on travaille sous Illustrator, on fait du vectoriel. Donc ceux qui font des casques sur Gran Turismo ou en 3D, très bien, mais c'est pas notre métier. Il n'y a pas longtemps, j'étais jury dans un concours sur Gran Turismo, je trouvais ça top, je trouvais que l'initiative était excellente. Mais après, il y en a un qui m'a dit, mais tu crois que je peux faire comme toi? Je dis, attends, c'est pas le métier. En tout cas, sur Gran Turismo, tu travailles pas avec les outils avec lesquels nous on bosse. Le casque que tu as fait, on n'a pas les outils pour le peindre. Voilà. Donc on travaille avec des fichiers vectoriels, donc bien faire des formations, des écoles de design qui vous apprennent ces outils-là. Et puis rencontrer les peintres. Parce que c'est facile de faire des designs de casque, mais ça serait peut-être bien de s'inquiéter de savoir si c'est faisable ou pas dans la réalité. Donc voilà, ça c'est important. Et puis fréquenter les circuits. Peu importe, si vous voulez travailler dans le sport automobile, fréquenter, aller sur les circuits, parce que le métier c'est là qu'il s'apprend, c'est pas derrière sa télé. Rencontrer les gens, quoi. Rencontrer les gens, mais évidemment, un métier, ça se vole, ça ne s'apprend pas. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Lucas. C'était cool.